on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Notre toute première question pour nos chers invités. Je vais commencer par toi, Vanessa, pour rappeler pour les personnes qui ne t'ont pas connue dans les précédents épisodes. On va parler de psychologie, qui est un vaste domaine. Et on voulait te demander pourquoi tu t'es spécialisée en fait, dans ce domaine et spécialement encore plus dans le numérique. Alors, c'est une très très longue histoire. Comme on n'a pas 2 heures, je vais faire un petit résumé. C'est un hasard. En réalité, il se trouve que j'étais très technophile des ordinateurs en particulier au préalable. J'avais déjà validé mon diplôme de psychologue et j'ai eu la chance de rencontrer Serge Tisseron, un psychiatre très connu sur ses travaux autour du virtuel et des jeux vidéo. Et on a mené ensemble la première recherche nationale sur les pratiques excessives des jeux vidéo en 2009. Et j'ai découvert en fait un univers que j'ai trouvé génial, avec énormément de sujets à soulever et je n'en suis plus jamais partie. Et après j'ai élargi au numérique au sens plus global parce qu'en fait les jeux vidéo c'était un pendant on va dire du numérique, mais finalement il y avait énormément de choses à dire et très très peu de personnes qui étudiaient ce sujet, donc ça a été un boulevard pour moi. Voilà, mais c'était il y a 15 ans quoi. Bah oui, tu es un petit peu une pionnière peut-être aussi dans le domaine. Une vieille. Un vétéran on va dire. Et toi, Romain, je vais te poser un peu la même question. Qu'est-ce qui t'a intéressé qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'intéresser à l'utilisation du jeu vidéo en classe? Et puis surtout, avant toute chose, est-ce que tu es joueur? Je t'ai pas posé la question, mais on te demandera ça aussi tout à l'heure, Vanessa. Est-ce que je suis joueur? Oui, alors plus quand j'étais enfant et adolescent, parce que quand on vieillit, on joue de moins en moins. Il y a d'autres activités qui prennent le dessus. Après, ouais, j'ai essayé d'utiliser des jeux vidéo en fait dans ma pratique. Voyons, globalement, c'était quelque chose qui était plus ou moins autorisé par l'institution, même si c'est pas le jeu vidéo n'est pas dans les programmes scolaires vraiment indiqué comme un usage obligatoire en fait pour les enseignants. Donc c'est toi-même qui as pris la décision de ramener ça un peu en voyant qu'il y a eu déjà des expérimentations auparavant. Parce que c'est un sujet qui est toujours frappé par le saut de la nouveauté, alors qu'on a déjà des traces de pratiques de jeux dans les années 80, quand l'informatique rentre à l'école. En fait. Donc j'ai essayé un petit peu de faire ça. Ça m'a mis en gros en contact avec le monde de la recherche. Et ce qui m'a donné envie de poursuivre ça dans une thèse où j'étudie non pas moi et mes pratiques, mais ce que font les enseignants en fait, du secondaire avec les jeux vidéo. Concrètement, ce que tu fais, c'est quoi? Tu ramènes Fortnite en classe et tu laisses les élèves jouer, ou comment ça se passe? Alors non, le cas de Fortnite est intéressant parce que dans les propos des enseignants que j'ai interrogés, que j'ai observés au cours de la thèse, Fortnite c'est un peu l'épouvantail en fait. C'est-à-dire que quand je leur demande est-ce qu'ils connaissent en fait les pratiques vidéoludiques de leurs élèves, ils savent ils essentialisent déjà beaucoup ce que font les élèves en Fortnite uniquement, et c'est toujours avec un regard un petit peu stéréotypé. Oui, un petit peu négatif aussi quoi. Fortnite, c'est pas un jeu, il n'y a pas un contenu culturel dans Fortnite qu'on pourrait retrouver dans les Assassin's Creed ou dans les petits jeux indépendants qui sont souvent connus que du très convaincu. Je pense qu'en effet le fait de jouer de toute façon sera toujours perçu comme parfois une perte de temps. Après le jeu vidéo dans son processus en fait de légitimation en fait sur ces dernières années, je pense que ça a quand même pas mal progressé. On parle du jeu vidéo à la Cité des Sciences. Je crois que ça va comme terme de légitimité. La Bibliothèque nationale de France fait beaucoup d'événements autour du jeu vidéo. Il y a beaucoup de festivals, il y a des laboratoires de recherche sur le jeu vidéo. Donc je pense en termes d'acceptation, on a quand même pas mal évolué autour de 10 ou 20 ans. Alors on aura toujours, je pense, ces discours, tu les vois peut-être plus que moi, sur l'addiction, la violence. Bon, ok, on a... Mais je suis pas sûr que c'est très convaincant pour beaucoup de monde. Je sais pas, je pense que c'est au fur et à mesure en fait des générations qui ont joué aux jeux vidéo quand ils étaient enfants, je pense que ça commence quand même un petit peu à changer. Qu'il y ait des discours négatifs sur le jeu vidéo à chaque... alors c'est triste à dire, mais à chaque catastrophe pour dire là c'est la faute du jeu vidéo qui fait ça. Ouais, ok, on aura toujours ça, mais est-ce vraiment convaincant auprès des gens? Je suis pas toujours très sûr. Mais il y a des formes d'appropriation différentes du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en effet, les pratiques populaires, Call of Duty, Fortnite, vont avoir tendance toujours à être un peu regardées, un peu de travers, FIFA bien sûr, alors que là on voit aux écrans là, un jeu comme Flower qui est tout de suite connoté beaucoup plus artistique déjà. Merci. Voilà, là on a aussi des effets de légitimation, c'est-à-dire ça dépend comment vous parlez du jeu vidéo en fait. On peut en parler de manière éducative, historique,
politique, artistique, enfin bref, on peut lui mettre tous les adjectifs possibles. Quand il reste que juste du jeu, que du plaisir, bah, on dirait que ça suffit pas en fait. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Voilà. Et justement, pour parler du fait qu'on essaye justement de mieux faire accepter le jeu vidéo dans la société, on aborde de plus en plus le fait que le jouer aux jeux vidéo permet de développer certaines compétences, certains skills, parfois des soft skills comme on les appelle, ou des compétences parfois un peu plus hard aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Vanessa? Est-ce que réellement aujourd'hui c'est possible de développer des compétences spécifiques vis-à-vis la pratique de jeux vidéo? Alors on peut développer beaucoup de compétences diverses, ce qu'on appelle des habiletés cognitives, comme le multitâche, la concentration, la mémorisation, l'acuité visuelle, les capacités visio-spatiales, donc se repérer dans l'espace, etc. Mais je dis bien on peut en début de propos, parce qu'en fait les études scientifiques, avec un peu de recul maintenant, nous montrent que c'est pas si noir ou blanc et qu'en fait on ne gagne pas toujours tant en compétences. Ou en tout cas, il y a une vraie question dans un second temps, quand on est un peu honnête avec les études, c'est de se dire est-ce que les compétences étaient préexistantes et qu'on est allé justement d'autant plus vers ce média-là qui vient solliciter quelque chose, ou est-ce que le jeu vidéo a permis de développer spécifiquement ces compétences-là? Et en fait, quand on est très honnête scientifiquement, on ne sait pas vraiment qui est de l'œuf ou de la poule, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que chez des joueurs assidus de jeux vidéo, on a très souvent des variables supplémentaires en termes de capacité attentionnelle. Par exemple, Daniel comment il s'appelle, Bavelier vient nous montrer qu'on est censé avoir entre 4 et 5 capacités attentionnelles simultanées, et que chez un gros joueur de jeux vidéo, on peut monter jusqu'à 8 à 9 capacités attentionnelles. Mais la question, c'est est-ce que c'était des compétences qui n'attendaient juste qu'à être mobilisées, ou est-ce qu'elles ont été développées vraiment par le jeu vidéo? Donc c'est assez faible finalement comme marqueur. Ce qu'on voit, c'est qu'on ne perd jamais de morceaux de cerveau disponibles, et que la science, elle est très claire là-dessus. On ne perd pas de compétences, on ne perd pas de morceaux de cerveau, de capacités quelconques, mais de là, est-ce que tu peux le dire un peu plus fort? C'est parfait. On ne perd pas de morceaux de cerveau. Mais par contre, on n'en gagne pas forcément toujours. Ouais. Voilà, et ça dépend vraiment de plein de contextes aussi, de à quel jeu on joue, dans quelle situation on va jouer, du contexte familial, des inégalités sociales, etc. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est très, très multifactoriel. Et quand on parle de l'humain, la science humaine, elle est très complexe, elle est très contrariable d'ailleurs, parce qu'en fait, on ne sait jamais au niveau de la méthodologie si ça va vraiment être fiable, et puis on ne sait jamais qu'est-ce qu'on est en train de lire comme résultat exactement. Donc il faut les relire, les relire, refaire des méta-analyses. Et voilà, mais je pense que tu as pas mal de choses à dire là-dessus aussi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, les études ne sont pas vraiment convaincantes sur le fait qu'on... Toi, tu parlais de vendeur de rêves quand on en parlait aussi en dehors. Ah, mais ça, c'est en off, ça faut pas dire. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Alors, il n'y a que les discours négatifs sur le jeu vidéo dont on a déjà parlé existent, oui, mais il y a aussi l'inverse. En fait, les discours médiatiques sur le jeu vidéo, il faut bien comprendre qu'ils sont généralement coincés entre deux types de rhétorique. Soit, sur CNews, par exemple, ça va être très vilain, ça rend violent, ça rend addict, etc. C'est pas du tout convaincant. Mais vous allez avoir aussi tout un tas de discours, soit institutionnels. C'est un petit peu le cas dans l'éducation nationale, même si c'est assez... Voilà, il y a différents discours aussi qui se côtoient. Mais beaucoup aussi d'entreprises très intéressées par ça, qui vont par contre valoriser en disant non, mais que le transfert de compétences entre votre partie de jeu vidéo et le monde du travail ou de l'école est évident et automatique. C'est aussi prouvé par rien du tout. Donc ça, il faut quand même aller dans la nuance un petit peu et voir concrètement ce qui se passe sur le terrain. L'apprendre en jouant aussi est très difficile en fait à prouver, parce que qu'est-ce qu'on entend par jeu en fait? Que veut dire ludique? Je pense que vous tapez sur un moteur de recherche le mot ludique, vous allez le voir utilisé pour un ensemble d'activités souvent extrêmement différentes. Et c'est notamment le cas dans l'éducation. Le terme rendre son cours ludique, si on cherche un petit peu ce qui est dit en fait sur un petit peu les publications académiques, par exemple, là-dessus, les conseils faits aux enseignants. Mais alors, c'est extrêmement différent. Ça peut aller juste du visionnage d'une vidéo en classe, par exemple, pour montrer une notion, travailler un aspect. On va dire que c'est ludique. Parce que c'est peut-être un moment de cours un petit peu différent, où le prof arrête de parler, où on a une animation à l'écran. Alors ludique, bon, est-ce que c'est un jeu? Peut-être pas vraiment, en fait, ils sont juste en train de regarder une vidéo. Le fait il y a une application qui est très populaire en ce moment, c'est, alors j'ai plus son nom bien sûr, pour faire des QCM, en fait, le prof affiche un QR code et ça permet de répondre sur des tables. Oui, voilà, c'est Kahoot, merci.
Pareil, Utilisé Kahoot, notamment dans pour le faire micro, des c'est blind mieux. tests, des Ouais, voilà. quiz, Et etc. Kahoot n'est pas RGPD compatible, donc allez sur la digitale plutôt. Voilà, petit conseil. Ouais. Et mais voilà, genre d'expérience, un QCM, c'est ludique. Pourquoi pas? Jouer à un jeu vidéo, on y reviendra, c'est ludique. En classe, faudrait peut-être un petit peu nuancer ça. Autre expérience avec le jeu vidéo en classe, c'est par exemple pour Assassin's Creed, et ça c'est beaucoup le cas en histoire, c'est de visionner un extrait vidéo du jeu. Et ça, par exemple, ce genre d'expérimentation, c'est labellisé, il y a l'adjectif ludification, le terme ludification qui est employé pour parler de ce genre d'expérience. Or, les élèves ne jouent pas, ils sont juste en train de regarder une vidéo du dit jeu. Donc en fait, il y a une production de termes tellement diversifiée autour de ces usages. Ludification, gamification, ludopédagogie, serious gaming, game-based learning, il y a qui veulent dire plus ou moins la même chose pour des activités souvent parfois un petit peu différentes. Donc c'est pas évident de circuler dans ces termes. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, le terme ludique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué. Le jeu vidéo à l'école, ça fait un bout de temps en fait qu'on expérimente. On en avait parlé, j'avais fait moi des recherches de mon côté. Il y avait des expérimentations dès la fin des années 70 en fait, avec l'apparition des premiers ordinateurs. J'avais trouvé un article qui relatait, il aurait fallu que je le retrouve, ça aurait été intéressant, qui relatait en fait l'expérimentation qui avait été faite dans un lycée professionnel où des lycéens apprenaient en fait à coder des petits jeux informatiques, enfin très succincts, très minimaliste, mais il y avait déjà cette idée de dire bah voilà, on va produire des jeux à l'école, ça va permettre de transmettre certains savoirs. 79, hein, c'était l'initiation à l'informatique. Et puis il y a eu les années 80, moi je suis un enfant de cette époque-là, on a eu le plan informatique pour tous, où on avait des... faisons la pub, c'est français, des ordinateurs Thomson, voilà, des MO5 et des TO7 un peu partout, avec des crayons optiques, c'était complètement dingue. Ça fait très longtemps qu'on essaie de faire entrer un petit peu le jeu vidéo, mais sous le prétexte de faire entrer l'informatique initialement. Oui, il y a une sorte de paradoxe un peu dans ce sujet-là. C'est un sujet qui est assez médiatique, on le voit très souvent passer. Mais au final, dans les classes, c'est très peu utilisé. Donc au bout d'un moment, il faut se poser la question, comment ça se fait en fait? Alors il y a la raison du matériel qui est peut-être... il y a une partie de matériel qui peut expliquer ça, mais à mon avis, pas que ça, sinon ça serait un peu trop simple. Mais en effet, dès les années 70, années 80, il y a déjà des traces un petit peu de pratique. C'est très compliqué parce que c'est pas extrêmement documenté. Il faudra remonter jusqu'aux enseignants qui travaillaient à cette époque-là, mais on est déjà il y a 40-50 ans. C'est pas évident, je pense. Ça devient de plus en plus dur. Donc oui, il y a déjà des traces, et notamment par la programmation en fait, quoi. Et on y revient un petit peu maintenant, quoi. Il y a toujours un petit peu cette circulation des discours. Au début, on se demande alors est-ce qu'on peut apprendre en jouant, voilà. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Et on se focalise un petit peu sur la création de jeux. Où là, oui, bien sûr, on peut discuter de choses, mais là, on n'est plus dans l'apprentissage par le jeu. On est autour du jeu. Ouais, on est autour du jeu. Et pourquoi pas? Alors ça, on peut rattacher tout ça, et c'est intéressant au parcours d'orientation des élèves. En fin de troisième ou en lycée, voilà, pour leur faire découvrir un petit peu les métiers du jeu vidéo, ça c'est intéressant. Mais on n'est plus dans la pratique du jeu là, on n'est plus dans le ludique. Et aujourd'hui, on en est où en termes d'expérimentation? Alors ça dépend, c'est compliqué. Je ne vais pas dire nom d'académie, c'est pas toujours très bien reçu. C'est souvent en fait l'initiative personnelle des enseignants eux-mêmes, qui souvent en fait apportent leur propre matériel en fait. Et souvent c'est des expérimentations. Moi j'ai eu des enquêtés là parmi les 17 que je suis allé observer au cours de la thèse, qui n'en parlent pas, qui m'ont contacté avec des pseudos sur Discord ou sur Twitter et qui veulent pas communiquer là-dessus, quoi. Qu'ils le font un petit peu en catimini dans leur établissement, parce que souvent le regard des collègues quand ils apportent leur console ou leur ordinateur performant, il y a cette difficulté là aussi du regard des autres collègues qui est importante. Et donc, oui, ça reste une pédagogie, une forme pédagogique, parce qu'encore une fois, entre regarder une vidéo d'Assassin's Creed ou jouer à des petits jeux indépendants, c'est complètement différent. Mais ça reste, ça reste minoritaire. En fait. Il y avait un site de l'éducation nationale qui avait été créé en 2016-17, si je ne dis pas de bêtises,
qui devait recenser en fait des fiches pédagogiques, des propositions d'usage autour du jeu. Bon, il a été mis à jour 2 ans. Et là, il est plus en ligne, je crois, hein, la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, il y a un manque d'intérêt, mais parce que les problèmes sur le terrain pour le faire sont très nombreux, en fait. Et pas que matériel. Eh ben, jetons un pavé dans la mare, c'est quoi les problèmes? Alors, j'ai combien de temps? On y va, hein, on est là. Hein. Alors, la question du matériel, qui est un vrai et un faux problème en même temps, je vais essayer d'être assez clair. C'est-à-dire qu'en effet, si on n'a pas le matériel, il n'y a rien qui se passe, parce qu'il n'y a pas le matos. C'est pour ça que les enseignants soit font des captures de leur partie à la maison, chez eux. Ils enregistrent leur partie pour montrer à leur Assassin's Creed, pour montrer des monuments, par exemple de l'Égypte antique ou de Athènes à l'époque. Oui, c'est pour faire de l'illustration. C'est de la même manière que on utiliserait un film ou une photo en classe. Oui, alors ça, il y a un grand truc, c'est que le jeu vidéo, mais comme une grande partie des nouvelles technologies, sont utilisées à travers des pédagogies entre guillemets ordinaires et classiques. Ça, c'est très clair, et donc notamment on n'invente rien, on ne fait que... On agrémente, en fait, on modifie ponctuellement. Les enseignants ne renouvellent pas complètement leurs cours comme ça, du tout au tout. Ils hybrident, en fait, progressivement, ils ajoutent à petites touches des choses nouvelles, globalement. Ou alors, si c'est vraiment complètement quelque chose de nouveau, c'est sur 1 heure ou 2 heures. Il n'y a aucun enseignant que j'ai observé qui utilise à chaque heure un jeu vidéo. Aucun. Parce que c'est pas possible. Et en termes de difficulté, je ne sais plus sur quoi j'étais parti, le matériel. Alors oui, ils sont déjà dépendants de leur matériel, de l'organisation de l'établissement. Je prends l'exemple d'un enseignant qui voulait utiliser un jeu de stratégie en histoire, qui est Crusader Kings 2, si vous connaissez, voilà, un gros jeu de stratégie un peu technique, parce qu'il avait le matériel, chose assez rare, mais il voulait que les élèves jouent sur les 3 heures d'affilée, en fait. Parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de temps d'apprentissage. Il a mis des semaines, voire peut-être des mois, à modifier son emploi du temps, en faisant des courriers à ses collègues, à l'administration, tout ça, pour mettre ces 3 heures d'affilée. Donc déjà, et ça, c'est pour ça qu'il y a une grande partie de ces discours constamment positifs sur le jeu vidéo qui nient, en fait, qui mettent de côté le travail enseignant avec le jeu vidéo. On a par exemple ce type de problème, en fait, d'organisation interne à l'école. Ce qui rend les choses compliquées, parce que la pratique du jeu vidéo à la maison, on a le temps, entre guillemets, qu'on veut, plus ou moins cadré par les parents, si on a ici. Mais voilà, on a le temps. À l'école, on n'a pas le temps. Là, gros problème, c'est le temps. Si je peux me permettre, 3 heures de suite de jeux vidéo, ce serait beaucoup trop pour des gamins de ces âges-là, en fait. C'est des lycéens. Quand bien même. Enfin, 3 heures en plus de ce qu'ils vont se bouffer comme écran après à la maison, il y a un moment, il y a quand même des préconisations sanitaires. Tant mieux que ça tombe à l'eau. Allons-y. Tant mieux que ça tombe à l'eau, ce genre de choses-là, parce que 3 heures de suite dans un milieu scolaire, je vois absolument pas l'intérêt pour le coup. Moi, j'en vois. Je te coupais, pardon, sur ça, mais bon, juste d'un point de vue sanitaire, quand même, c'est pas fou, quoi. Mais à quel niveau sanitaire? La sédentarité, les yeux, la fatigue, la position de l'espace, le squelette, tout ce qui est ostéokiné. Ils font certainement des pauses, d'ailleurs. Il y avait une récréation, oui. Enfin, voilà, et la préconisation, je vous signale que d'un point de vue cardiovasculaire, les fédérations de cardiologie, l'ANSES, donc les plus hautes autorités d'agences sanitaires françaises, nous disent pas plus de 2 heures d'écran par jour maximum, tout écran confondu. Donc on est quand même un peu dans le caca, pardon. Mais personne ne respecte ça, non? Personne ne le respecte, mais la préconisation de santé, pour ne pas avoir des risques d'obésité, de risques cardiaques, etc., c'est quand même 2 heures max. Donc bien sûr, on l'explose tous pour plein de raisons. Mais dans un cadre purement scolaire, 3 heures de suite, sachant que les gamins ils vont squatter leur portable avant, pendant, le soir, les jeux à la maison, la télé, peut-être la télé le matin entre les deux. Je me dis finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas 3 heures de suite à l'école. Mais après, je faisais juste une petite incursion qui n'avait rien à voir avec. C'est un argument que j'ai jamais vraiment entendu parce que je sais pas si ça touche les sphères éducatives. Je sais même pas si les enseignants sont au courant, par exemple. Moi, j'étais pas. Voilà, beaucoup d'enseignants d'abord sont contre les écrans, donc on se bat en permanence contre ça aussi, parce que tu parlais de la question du matériel, mais aussi la question est-ce que le Wi-Fi marche, etc. Est-ce qu'ils sont formés eux-mêmes? C'est sur du temps personnel, c'est sur leur achat personnel, c'est sur des tests personnels, etc. Il faut quand même avoir une appétence, un goût envers tout ça. Donc il y a aussi tout ça qui se mélange. Et en plus, beaucoup sont très contre. Et quand ils disent, par exemple en début d'année, surtout dans plutôt le niveau collège, quand ils disent en début d'année, on va utiliser le jeu vidéo en classe, ne serait-ce que 2 séquences pédagogiques sur l'année, les parents ils grincent des dents, attendez, ils sont déjà suffisamment sur les écrans toute la journée, je comprends pas, l'école elle nous fait de la prévention négative à longueur de temps, comment pouvez-vous en plus inscrire le jeu vidéo à l'école? Et il y a quand même cette espèce d'injonction paradoxale
paradoxale permanente Ça, c'est vrai, ouais. qui marche sur la tête, où on va dire go, 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 aller sur le numérique parce que ça peut favoriser une pédagogie différenciée. Et beaucoup d'académies veulent pousser ça, sauf qu'on ne forme pas pendant ce temps-là les profs et qu'en plus, les parents sont grinçants concernant les écrans et les profs sont eux-mêmes des parents qui eux-mêmes sont grinçants par rapport aux écrans. Et donc, il y a quelque chose qui, je trouve, de manière circulaire, fait un cercle vicieux qui ne nous permet pas forcément toujours d'avoir la bonne juste place d'un potentiel apprentissage avec le jeu vidéo en le faisant bien, dans les bonnes circonstances, etc. C'est la question que j'avais posée parce que, bon, du coup, il y a la question du matériel, des difficultés globales pour les enseignants. Mais au final, apporter le jeu vidéo en classe, est-ce que les élèves apprennent réellement? En fait, c'est quoi les conditions nécessaires pour apprendre? Dans quel type de situation, d'après tes recherches au cours de la thèse, est-ce que tu remarques que là, les enfants apprennent réellement avec le jeu vidéo? Et dans quel contexte est-ce qu'ils n'apprennent pas du tout, en fait? Alors moi, je ne statue pas sur cette question, parce que moi, je vais juste voir les classes sur... parce que je fais toujours mon métier d'enseignant à côté. Donc, je n'ai pas pu en fait, suivre sur le long terme les enseignants et les classes, surtout. Donc, je ne peux pas statuer là-dessus. Et puis, parce que ce n'est pas évident, en fait. Parce que le jeu vidéo est tellement scolarisé. Ce que j'entends par scolarisé, c'est-à-dire qu'on va le transformer en support pédagogique, ce qu'il n'est pas à la maison. À la maison, on joue pour jouer. Et à l'école, on ne joue pas pour jouer, justement. Ou du moins pas que pour jouer. Il y a toujours un objectif pédagogique qui est derrière. Ce qui fait que les enseignants ont tendance à très fortement cadrer la pratique pour pas que les élèves fassent n'importe quoi dans le jeu. Et puis, il y a surtout, parce qu'on est à l'école, et notamment à l'école française, on aime bien l'écrit. Et donc, il y a toujours un exercice écrit qui est rajouté en même temps. Ce qui fait que c'est pas évident. Là, parce qu'on ne pourrait pas dire, regardez, ils ont appris quelque chose parce qu'ils ont joué aux jeux vidéo. Parce qu'ils n'y jouent pas vraiment, en fait. Parce qu'il y a toujours une pratique qui est très cadrée, un exercice écrit, tout un travail de l'enseignant en classe pour bien cadrer les choses et rappeler les notions. Par exemple, encore une fois, si je prends l'exemple d'Assassin's Creed, des fois qui est projeté au tableau avec des vidéos, ou parfois, moi j'ai un cas où en effet, l'enseignant avait ramené sa console avec l'Assassin's Creed Unity sur la Révolution française. Il passe sa manette aux élèves. Il fait fille-garçon d'ailleurs, c'est intéressant. Et donc il se balade dans le Versailles en fait de 1789 et donc il commente en même temps. Sauf que l'enseignant il dirige tout le temps ce que fait l'élève avec la manette. Va tout droit, prends à gauche, attends, bouge pas, faut que je décrive ce bâtiment, fais pause, avance, stop. Est-ce qu'on est en train de jouer quand il y a quelqu'un d'autre qui décide ce qu'on fait? Pas forcément, c'est un peu, voilà. Après, ça s'appelle du backseat d'ailleurs. Oui, c'est un peu ça, mais c'est intéressant. C'est quand même une expérience de classe assez différente quand même. Mais après, c'est pour cibler des points de notion en histoire complètement ordinaires. Ce qui, je le rappelle, parce que le milieu de la ludification en histoire est parfois un petit peu sensible aux critiques, ce que je dis là, c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'au contraire, si vous voulez vraiment que vos élèves apprennent en effet des notions, bah oui, le jeu vidéo, il faut mieux le cadrer, parce que sinon, les élèves vont y jouer pleinement, ils vont faire n'importe quoi. J'ai vu des séances aussi avec le mode éducatif d'Assassin's Creed, qu'est le Discovery Tour. Si vous laissez les élèves trop y jouer, bah, ils ne vont pas s'intéresser au contenu culturel. Ils vont grimper sur les bâtiments, ils vont pousser les PNJ, ils vont se rentrer un peu dedans, ils vont s'amuser, ils vont jouer. Ouais, mais c'est toute la force en fait du jeu vidéo et pas forcément le jeu en lui-même, c'est l'interactivité qu'il propose, en fait, le fait de pouvoir s'immerger dans le lieu et de pouvoir le tourner autour du bâtiment. On en parlait quand on préparait cette émission. Nous, on a une animation ici qui s'appelle 1789 où on utilise le fameux épisode d'Assassin's Creed Unity qui se passe pendant la Révolution française, où on compare en fait le jeu, la map du jeu, à une véritable carte de Paris pour relever un petit peu les différences et voir dans quelle mesure le jeu va trouver des raccourcis pour les besoins du ludique, du scénario, etc. Mais derrière, le simple fait de rentrer dans Notre-Dame de Paris via le jeu vidéo, de pouvoir orienter la caméra, voir un petit peu le bâtiment sous tous les angles et même de pouvoir l'explorer, monter sur le toit de Notre-Dame de Paris, c'est un truc que personne ne peut faire dans la réalité. Là, dans le jeu, du coup, on peut presque y être d'une certaine manière. Et c'est toute la force du jeu, en fait. Oui, mais c'est là, on parle. Qu'est-ce qu'on entend par ludique? C'est plus de la découverte. Tu me décris, en effet, une pratique assez cadrée, où tu commentes en même temps ce que tu m'as expliqué, je crois. Tu t'orientes un petit peu aussi la pratique. Oui. Donc là, l'idée, c'est pas de dire c'est jeu ou c'est pas du jeu. C'est une expérience qu'il faut décrire un peu plus en nuance. D'où le fait, je réponds à ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui fait que dans ces expérimentations là où le jeu est très cadré, on peut pas décemment dire qu'on apprend en jouant à l'école.
Non, on voit que le jeu est quand même très limité, voire parfois complètement absent, pour mettre en place l'éducatif à la place. Parce qu'il y a aussi une pression indirecte, comme on l'a dit, je crois, un petit peu tout à l'heure. Il y a une pression parfois des parents, voire des collègues, voire parfois pour certains des enquêtés de l'inspection. Et que choisissent les enseignants pour légitimer le jeu vidéo? Ils justifient par le travail. Ils justifient aux parents en disant non mais regardez, on travaille. Et c'est vrai qu'ils travaillent en même temps. Et c'est vrai qu'ils apprennent des choses avec, je remets des guillemets, avec le jeu vidéo, mais au travers d'un exercice écrit, etc. Il faut légitimer par le travail. Notamment parce que s'il y a de l'écrit sur le cahier de l'enfant en rentrant à la maison, ça veut dire qu'il y a du travail. Mais est-ce qu'il y a du ludique? Pour compléter, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Et je me disais, la question que tu posais, c'est est-ce que c'est ludique? Et j'ai envie de poser la question de l'autre côté. Qu'est-ce qu'apprendre ou est-ce que c'est encore apprendre? Et je dis ça parce que je réfléchissais en même temps avec ce que tu disais. Moi, j'ai plein d'exemples de profs qui utilisent les jeux vidéo en classe, alors pas forcément en histoire, dans d'autres matières. Ça peut être en technologie, ça peut être en latin, combiné avec de l'histoire, parce que par exemple dans Minecraft, on va pouvoir refaire des cités médiévales, etc. On va pouvoir faire en techno quasiment le programme de 5e avec l'étude de la solidité des matériaux, etc. On va pouvoir apprendre la fusion des matériaux, on va pouvoir faire des calculs de volume. Enfin, il y a un certain nombre de jeux qui sont plus indiqués, peut-être que d'autres aussi, mais ça, c'est encore un autre débat. Je crois que ce qui est le plus important pour qu'ils puissent avoir un bénéfice en termes d'apprentissage, c'est déjà dans quel contexte on se situe. Est-ce qu'on a bien cadré l'objectif pédagogique? Et je crois que sans intention pédagogique, de toute façon, n'importe quel outil ne marchera pas. Il ne faut pas oublier que ce sont des outils. Et si nous-mêmes, on est déjà complètement convaincus qu'on connaît par cœur un jeu et qu'on voit ce qu'on va pouvoir en faire, déjà la manière de cadrer les choses, de le proposer à l'école avec un certain cadre bien délimité, dans lequel on peut avoir le droit de jouer, pour le coup, va avoir un potentiel en tout cas d'apprentissage. Mais c'est un potentiel et c'est bien ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans toutes les recherches finalement aussi, dire que le jeu pour apprendre ça marche, c'est faux. Parce qu'en fait, c'est quand même vraiment en fonction du style cognitif de chaque apprenant. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des gamins qui ont besoin d'un apprentissage très formel, qui est plutôt verbal. D'autres gamins qui ont besoin d'un apprentissage qui va plus être hypothético-déductif, donc plutôt lié à des choses mathématiques. D'autres qui vont avoir besoin de quelque chose de plus kinesthésique, d'avoir du mouvement, de marcher, de bouger, d'avoir ou des principes plus coopératifs. Voilà. Et ce qui est intéressant en mettant la pédagogie au service, le jeu vidéo au service de la pédagogie dans certains cas, ça peut être que pour certains gamins qui sont plus en difficulté, et maintenant qu'on a une inclusion à l'école très très large, avec des enfants dyslexiques, dysorthographiques, des troubles envahissants du développement, des TDAH, des troubles du spectre autistique, malheureusement on se retrouve avec des enseignants qui ont 36 gamins avec chacun un style cognitif différent, et l'inclusion elle devient très difficile. Donc proposer un peu de jeu à certains moments pour certains gamins qui ont besoin une autre forme d'apprentissage, ça peut être très intéressant. Mais ce qui est compliqué, c'est que les profs se retrouvent aujourd'hui à devoir faire de la pédagogie différenciée face à 36 élèves et qu'en fait, il n'y a pas 36 manières de pouvoir faire de la pédagogie en 1 heure de cours avec les moyens du bord, avec les moyens financiers, humains, personnels pour tester toutes ces techniques pédagogiques. Et c'est là où les enseignants, à un moment, ils craquent aussi. Et soit ils vont à fond dedans en disant tant pis, après tout, ils vont me foutre la fête pendant 1 heure, ils vont jouer à leurs jeux vidéo, soit ils ne vont pas l'utiliser parce que c'est trop chronophage ou qu'ils ne voient pas forcément toujours l'intérêt. Mais on voit des expérimentations qui marche très très bien quand c'est bien cadré, quand c'est bien amené. Voilà, c'est ça, et c'est surtout ça. Et après, je voulais rebondir aussi sur la notion d'évaluation, parce que tu disais, on fait des QCM ou des choses papier-crayon à côté pour montrer qu'on travaille. Et c'est vrai qu'un des gros enjeux du jeu vidéo à l'école, c'est comment on évalue l'impact sur l'apprentissage. Et si c'est pour retomber sur un QCM bête et méchant et en fait retomber sur... en fait, c'est assez inutile de ce qu'on a pu observer. En termes de possibilités nouvelles d'évaluation, parce qu'on voit bien qu'on revient sur l'évaluation de 0 à 20, on trouve que c'est quand même de moins en moins intéressant, qu'il faudrait valider des acquis un petit peu autrement. On pourrait valider des acquis à travers les jeux vidéo potentiellement, selon, encore une fois, plein de nuances, mais en fait on n'y arrive pas forcément parce que le jeu vidéo n'est pas fait pour évaluer, donc finalement c'est pour reperdre du temps dans un second temps, à refaire une séquence normale. Et en fait c'est ça aussi qui rend compliqué tout ça. Et pardon, un dernier tout petit point aussi sur les apprentissages avec potentiellement les jeux vidéo. Je pensais aussi à d'autres cadres qui sont un peu moins formels, comme par exemple le projet Éduc-e-sport, sur lequel moi je suis très mobilisée. Là, il y avait une expérimentation pendant 2 ans à l'Académie de Versailles, et là on lance 5 ans d'expérimentation avec quelqu'un qui commence une thèse sur
à ce sujet dans un cadre périscolaire, donc dans l'école, mais en dehors des heures de classe, afin de vérifier justement ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, mais qu'on veut vraiment qualifier d'un point de vue scientifique. Est-ce que ça va avoir un impact sur le climat scolaire, sur l'absentéisme, contre le décrochage scolaire? Et en fait, jusqu'à maintenant, durant les 2 ans voilà, d'expérimentation, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait, en termes de compétences psychosociales, des choses qui avaient été très développées. Qu'en termes d'absentéisme, on avait moins de gamins qui décrochaient de l'école, parce que comme il y avait à 17h l'activité périscolaire e-sport à l'école, les gamins ils se pointaient à 8h du matin, parce qu'à 17h, sinon les profs leur disaient attends, t'arrives à 17h, t'es pas venu depuis 8h, ciao, tu viens pas cette fois. Et donc il y avait une exclusion sociale qui faisait que... Et en fait, on se rend compte qu'on peut exploiter aussi le jeu vidéo en termes d'apprentissage, parce que l'apprentissage c'est pas que du formel, c'est pas que toujours ce qu'on va considérer comme voilà, ces apprentissages fondamentaux. Il y a aussi des compétences psychosociales, l'empathie, savoir demander de l'aide, résoudre des problèmes de façon créative, les compétences interpersonnelles, coopération, et tout ça c'est aussi des formes d'apprentissage, mais qui sont mesurables de manière très complexe, avec beaucoup de nuances, et qu'il va falloir développer au fur et à mesure. Là, en tout cas, on a 5 ans à venir pour développer ces méthodologies-là et bien comprendre ce qu'on va pouvoir en tirer. C'est vrai que quand on parle d'apprentissage, je me dis en fait, de quoi on parle? On a tendance à rester très figé sur quelque chose. C'est noir ou blanc. Est-ce que j'ai appris la Révolution? Peut-être pas, parce qu'on a vu en plus que c'est Pisa ou je sais pas quoi, personne ne sait situer la Révolution. Là, récemment, là, il y a eu un petit sondage. Quand même. Ouais, le sondage. Non, il y a un sondage là, sur les gamins qui était assez. Mais assez je reviens là. Comment vous justifiez tu parlais tout à l'heure du sanitaire là, des 2 heures là, par jour. Mais on ne peut pas toujours tout justifier. Tout à l'heure, je trollais un peu en disant attention, 3 heures de suite dans un cadre scolaire. En faisant jouer en plus, là, et, parce que j'avais eu un peu passé le projet, en effet, comment c'est justifié du coup par rapport à le reste de leur scolarité, finalement, ils n'ont pas tant d'écran que ça sur la journée, puisque beaucoup de profs, comme tu le dis, finalement, vont être un peu réfractaires, n'ont pas le matos, etc. Donc voilà, là, on est sur du temps périscolaire, donc ce n'est pas une obligation scolaire, c'est le libre arbitre de l'élève, le libre arbitre des parents de les inscrire. Donc déjà, on est sur quelque chose qui oblige pas l'élève à subir une pédagogie choisie par un enseignant dans un cadre purement scolaire, mais on est à côté, donc c'est quand même autre chose. Et après, on le justifie surtout pour proposer quelque chose qui est ludique et qui permet à des gamins qui potentiellement s'affrontent entre bandes rivales dans des quartiers de se retrouver à s'affronter face à un jeu vidéo avec des règles façon art martial, du respect, de savoir saluer son adversaire quand il a perdu, et peut-être de pouvoir se serrer la main au lieu d'essayer de se casser les dents en cours de récréation parce qu'on est dans des bandes rivales. Rien que ça, déjà, ça a des effets qui sont extrêmement importants. Et je rappelle que les compétences psychosociales, c'est France 2030, le grand projet, on a une obligation légale d'aller développer ces compétences psychosociales-là au sein de l'école, alors que personne ne sait ce que ça veut dire, compétences psychosociales, personne n'a rien compris à ces 40 à peu près compétences psychosociales qui ont été identifiées par Santé publique France, et qu'on a un sacré boulot devant nous pour intégrer à la fois les compétences formelles, les apprentissages fondamentaux qui sont nécessaires et le programme scolaire, mais en plus tout le reste qui nous permettra, entre guillemets, dans un second temps, de faire sens commun dans notre société. Parce que c'est un peu ça l'intérêt aussi. Et on ne justifie rien du tout d'un point de vue sanitaire. Déjà, on essaye de justifier que ça a quelques effets un peu positifs dans des situations complexes. Et on va comparer aussi justement des RED+, et des situations dans des quartiers difficiles avec des établissements qui sont plus favorisés, pour voir aussi quels sont les marqueurs, s'il y a des différences de marqueurs, des différences en termes de mixité. Et pour l'instant, voilà, on est en train de formaliser aussi tout ça, la suite bientôt. C'est un projet qui a l'air hyper intéressant pour le coup. Je n'en avais pas du tout entendu parler avant. Mais pour revenir sur les termes que tu as utilisés, sur les compétences psychosociales, si on prend le jeu vidéo expérimenté à l'âge adulte, typiquement, tu vois, des entreprises qui proposent à leurs employés de faire du team building en jouant à des jeux vidéo, en faisant jouer certains de leurs employés ensemble à des jeux vidéo. Je sais pas, à faire du Overcooked, par exemple, qui est un jeu où voilà, il faut coopérer. Est-ce que tu penses que là aussi, il y a une forme d'apprentissage, ou en tout cas de développement de ces compétences psychosociales, comme tu dis, dans des cadres à l'âge adulte aussi? Oui et non. En fait, pour le coup, les serious games, on en est tous un peu revenus. Alors là, c'est pas un serious game Overcooked, mais ces exploitations-là, on en est tous un peu revenus. Il y a un moment, il y a un grand engouement. On s'est dit, ah super, on voit qu'il y a des effets. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des serious games, alors pour prendre l'exemple, je
me fait gronder. Micro. Par rapport aux serious games ou aux jeux qui sont censés être éducatifs ou avoir un effet, on se rend compte qu'en fait on est obligé de niveler un peu vers le bas ou de faire une moyenne en fait de ce qu'un individu devrait apprendre pour que ce soit bénéfique, on va dire, ou qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et en fait, en réalité, comme aucun individu n'est moyen, en fait, ça touche jamais personne. Non, Concrètement, c'est quoi le serious game d'ailleurs d'abord? C'est un jeu qui a une vertu éducative ou pédagogique qui est fait dans l'intention de faire apprendre quelque chose. On a des exemples de ça? De serious games? Beaucoup. Il y en a plein. Moi, j'ai bossé énormément à mon grand désarroi à une base de données de serious game de notions scientifiques qu'on avait mis en ligne sur le site de la Cité des Sciences. Donc j'avais testé des trucs pendant. Il y en avait des biens quand même. Pas tant que ça, parce que le problème. Non, moi, alors après, je suis pas objectif sur la question parce que j'en ai testé plus de 300 à l'époque et à un moment donné, forcément, on fait une overdose. Le problème, c'est que les serious games, alors là, c'est un avis tout à fait personnel, vous me direz ce que vous en penserez. Le problème, c'est que les serious games, le côté ludique qui est censé, parce qu'il y a serious et il y a game. Et game, le côté game est très phagocyté par le côté serious, en fait. C'est-à-dire que la notion prend le pas sur le ludique, parce que de toute façon, la finalité, ce n'est pas le ludique, c'est la notion. Et que du coup, on s'ennuie beaucoup avec la plupart des serious games, en fait, parce que le ludique n'est qu'un prétexte pour faire passer une notion. Et ce ne sont pas des jeux très amusants la plupart du temps, j'entends. Je dirais presque qu'ils sont faits exprès. Exprès, on fait en sorte qu'ils soient chiants pour montrer le côté sérieux. Et il y a quand même eu ça, et c'est là où on en est tous revenus en se disant, bon, et même ceux qui étaient bien faits, on s'est rendu compte en analysant quand même beaucoup de jeux qu'en fait, encore une fois, ça correspond à une moyenne. Et qu'en fait, à la fin, soit vous apprenez un peu au-dessus, un peu en dessous, qu'en fait, ça ne correspond pas à ce que vous êtes censé apprendre. Et donc, finalement, ça passe un peu à côté. Après, ce qui est important, je crois, quand on parle de jeu, d'apprentissage tout court, c'est la répétition qui permet l'apprentissage. Rien ne permet d'apprendre tout court. On le voit bien, c'est quand on se gamelle 1000 fois en apprenant à marcher qu'on finit par comprendre notre centre de gravité et comment on fait pour marcher et rester debout. En fait, il n'y a aucun apprentissage qui se fait en une fois. Donc il faut répéter. Et ce qui est essentiel quand on parle de jeux vidéo à l'école, pour recentrer un peu notre sujet à ce niveau-là, c'est peut-être quand même le rôle de l'enseignant. Parce qu'il n'y a aucun apprentissage tout court qui va se faire sur un jeu tout court comme ça, qui va permettre cet apprentissage qui est transférable sur la durée, s'il n'y a pas un enseignant qui derrière reboucle la boucle sur les notions, qui vient réexpliquer, réappuyer sur les notions pour que peut-être on ait deux visions différentes, une vision peut-être au tableau, équation, je ne sais pas quoi, et une vision, je l'expérimente par mon corps, par l'immersion, etc. Ça peut être intéressant d'avoir une complémentarité, mais peut-être que dans les deux cas, une seule manière de faire apprendre ne fonctionne pas tant que ça. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. La notion de team building dont tu parlais juste avant, le Overcooked n'est pas un jeu sérieux, mais c'est un jeu coop un peu sympa. Pour coopérer, ça peut être intéressant si on est sur un management un peu ouvert, parce qu'on se rend compte que les gens sont beaucoup trop individualistes, etc. Mais fondamentalement, je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir faire apprendre absolument quelque chose comme ça. Tout dépend de l'intention qu'on y met derrière. Si c'est juste le grand manager qui dit tiens, débrouillez-vous, vous êtes 20, vous allez faire tel outil qui est censé marcher, ça ne marchera pas. En fait, si derrière, il n'y a pas un engouement, quelque chose qui fait que les gens ont envie déjà de coopérer. Il y a quand même une question de volonté derrière. On s'est bien rendu compte que dans tous les serious games, ce qui marche, c'est qu'on est volontaire. Et que d'un coup, quand on vous dit tiens, tu dois aller apprendre et tu n'es pas volontaire, il n'y a plus rien qui marche en fait. Et ça, c'est aussi un point qui est intéressant. Beaucoup de choses nous permettent d'apprendre parce qu'on y va tout seul. Et dès qu'on nous formalise un peu ce cadre-là, en fait... on n'a plus envie, quoi. Mais c'est ça, du point de vue des élèves, ça doit être aussi un moyen peut-être de capter leur intérêt, leur attention, en se disant je ramène du jeu vidéo en classe, donc c'est sûr, les gens vont venir, les élèves vont venir à l'école pour suivre ce cours-là en particulier, parce qu'il y aura ça. Est-ce que, comme tu disais, ça faisait partie de nos questions, c'était est-ce que c'est aussi un outil pour justement susciter plus d'engagement de la part des élèves, plus d'attention, et par exemple aussi... avoir en fait finalement un peu plus de paix dans la classe. Alors c'est compliqué. La question en effet de la question de la motivation. Pas très bien.
Qu'est-ce qui se Non, passe c'est j'ai ma deuxième télécommande. Ça marche pas qui, depuis tout à l'heure. Ouais, non, je On sais. parle je d'école, me bats. donc il y a des problèmes Non, mais techniques, c'est pour ça que normal. j'ai du mal. Je suis en train de me battre avec. C'est une catastrophe. C'est pas Euh, grave. je sais plus ce que je disais. La motivation, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, en effet, il peut y avoir, et c'est assez régulier, un effet waouh dans les cours observés, c'est-à-dire voilà, quand l'enseignant présente qu'on va travailler sur un jeu aujourd'hui. C'est en effet un petit peu différent du travail classique, à la base. Parce que l'un des gros travails des enseignants en fait en classe quand ils mettent du jeu vidéo, et c'est leur grande crainte, c'est le trop plein d'enthousiasme des élèves. Donc là, en effet, c'est vrai que médiatiquement, il y a toujours ce truc de ça motive les élèves, sauf que les enseignants veulent que cette motivation ne déborde pas trop non plus. Et ça, il y a un truc qui est systématique dans quasiment tous les cours, c'est la présentation de la séance par l'enseignant, qui est souvent de dire « Ok, on va mettre du jeu vidéo, mais attention, on va travailler. » Ne pas employer le mot jeu vidéo. C'est une application sur ordinateur qu'on va utiliser, alors que techniquement c'est un jeu. Voilà, il y a encore une fois une justification par le travail pour un petit peu cadrer. Parce que l'une des limites que tous les enseignants de l'enquête disent, c'est clairement le trop d'engagement en fait, le trop plein d'enthousiasme. Pourquoi ? Parce qu'il faut gérer la classe. Il faut quand même gérer la classe et c'est quand même ça le problème s'il y a trop de bazar, en gros. Hein. Donc il y a quand même ça. Après au niveau de la réception des élèves, ça peut être un petit peu compliqué toujours dans ce travail de présentation. Souvent les élèves et souvent les plus jeunes ont tendance, ça j'ai vu beaucoup de cas comme ça dans les 6e ou les 5e, notamment encore une fois pour des jeux très grand public de type Assassin's Creed pour les 6e, 5e, ou j'ai vu aussi l'analyse d'une vidéo d'un Call of Duty en classe de 3e. Les élèves, surtout les garçons, veulent tout de suite parler de ce qu'ils font à la maison en jeux vidéo. Ils se sentent, vu que ça parle de jeux vidéo, pour eux aussi, il y a un signal un peu contraire qu'à envoyer, c'est « Ah tiens, ma culture ludique, elle est un petit peu légitime, je peux parler de ce que je fais à l'école. » À la maison, pardon. Et c'est là que les enseignants aussi rentrent en action pour mettre de côté la culture ludique des élèves. Ça, c'est quasi systématique. En gros, beaucoup d'enseignants disent « Ok, tu fais ça à la maison, mais moi, le prof, je vais t'apporter autre chose. » Et tout ça, c'est dans un but de gestion de classe aussi, pour pas que ça déborde. Donc il y a cette motivation aussi, il y a cet intérêt, mais qui doit quand même être tempéré parce que ça peut dégénérer. Moi, l'un des derniers contacts que j'ai eu avec une enseignante de l'enquête, c'est quand même qu'elle m'a dit je n'utilise plus tel jeu que j'ai utilisé auparavant parce que ma classe est trop agitée en fait. Donc il y a quand même des prérequis. Maintenant, concernant l'effet sur l'ambiance de classe, il peut en effet être visible, et c'est pour ça que moi j'étudie plutôt les enseignants que les élèves dans ma thèse, parce que surtout ça motive les profs en fait de faire ça. C'est une rupture dans leur routine, c'est une manière aussi de partager leur propre culture et leur expertise aussi sur le programme, et le transmettre d'une manière un petit peu différente. Et ça c'est quand même, je pense, quelque chose un petit peu à valoriser pour les enseignants. C'est-à-dire que... J'allais te dire, est-ce que finalement, c'est pas le plus important de remotiver un peu les profs qui s'essoufflent quand même depuis quelques temps? Pour certains, alors certains sont en début de carrière et ils veulent tout de suite utiliser leur... parce que intéressés aussi par l'aspect un petit peu innovant, je mets des guillemets encore une fois pour le jeu. Il y a quand même la motivation que ça suscite plutôt chez les enseignants parce que certains élèves sont parfois un petit peu dubitatifs de ce qui se passe dans le cours. On peut parler un petit peu de la réception assez genrée en fait, hein, du jeu vidéo en classe. C'est ce que j'allais te demander aussi. Ça c'est dans la grande majorité. Et c'est quelque chose qui est un peu de mal parfois à passer comme résultat de ma recherche, c'est la distinction filles-garçons en fait, quoi. Alors que les enseignants essaient justement de faire jouer, ils mettent pas de côté les filles volontairement, hein, je le redis, au cas où ils m'écoutent, mais ils veulent parfois faire passer la manette, faire des binômes filles-garçons, mais très souvent en fait, hein, la culture ludique des filles est mise de côté, assez clairement. Regardez les jeux que j'ai invoqués là en histoire, Assassin, Call of Duty, Crusader Kings, c'est plutôt des jeux qui correspondent à la culture ludique dite masculine que celle des filles. Que, encore une fois, les enseignants connaissent parfois un petit peu mal et ont tendance à l'essentialiser. Dans la pratique, les filles ont tendance à moins avoir confiance en elles aussi. Hein.
à oser prendre la parole sur le jeu vidéo ou à vouloir prendre la manette. Ou se sous-estimer dès le début. Ouais. J'ai une scène, pour donner un petit peu de concret, qui est quand même assez intéressante et qui illustre bien ça en fait. C'est cette fameuse séance avec Call of Duty. On est dans un collège classé REP. L'enseignante commence à parler justement, aujourd'hui voilà, on va analyser la séance de Call of Duty. Alors là, les garçons, ils se font entendre assez clairement, voilà, ils sont très contents, etc. Et alors là, les filles ne disent strictement rien. Même chose quand l'enseignante leur demande est-ce que vous jouez à Call of Duty ? Il n'y a que les garçons qui parlent. Les filles sont mises de côté. Après, je les ai en entretien. J'ai 4 élèves en entretien, 2 filles et 2 garçons. Alors je dis alors, vous jouez un peu aux jeux vidéo, vous, à la maison, vous jouez à quoi ? Et là, il y a une des filles qui dit, bah moi, je joue un petit peu à GTA. Et les garçons à côté, très surpris. Je dis bah alors pourquoi ? Je dis c'est pas trop un jeu de filles quand même. Voilà, donc il y a la culture ludique des filles qui est toujours un peu, parfois un peu moquée en fait, par les garçons de la classe. On est sur des lycéens, tu nous as dit, ou plutôt collège. Cet exemple-là, c'était collège, en 3e. Mais même en lycée, oui, la culture ludique des garçons est plutôt valorisée. Parce qu'il y a parfois aussi une connivence qui n'est pas toujours voulue en fait, ou conscientisée par les enseignants de l'enquête, par les enseignants hommes. On voit qu'il y a un lien qui se tisse assez fortement entre garçons en fait, dans la classe. Et donc voilà, ça je vais très bien, je pense, le documenter. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas dans toutes les classes de France avec le jeu vidéo. Je ne suis pas allé partout non plus, mais c'est quand même assez important en fait, de prévenir ça en fait. Pardon, au-delà du jeu vidéo, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu peux observer et ce que je peux observer également, c'est plus la construction adolescente et la différence des filles et des garçons dans la construction adolescente qu'on va observer à travers le jeu vidéo. Moi, j'ai des exemples en médiathèque ou dans des lieux culturels comme ça, d'utilisation, par exemple, de Just Dance, où on se disait, c'est plutôt les filles, la danse, etc., qui vont aller vers ce type de jeu. Et en fait, au contraire, c'était plutôt quasiment que les garçons qui se pointaient, parce que les filles, elles se regardent un peu en chien de faïence en attendant de voir laquelle va y aller, et puis comment chacune se positionne pour est-ce que c'est bon de pas de danse, etc. Alors que les garçons vont très vite rentrer dans un truc de compétition, de performance, un peu d'effet de meute guerrier, et ils vont y aller en mode rien à faire, vas-y, on y va, go, 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 je vais te dépasser, je vais être meilleur, même s'ils sont tout pourris. Alors que les filles vont vraiment avoir peur, il va falloir qu'elles s'entraînent d'abord dans leur chambre, etc., avant d'oser être dans cette démonstration-là à l'extérieur. Et je trouve que c'est très, très intéressant, parce que moi, par cliché, je me disais, bon, allez, Just Dance, ça va marcher, puis Smash Bros pour les garçons, puis Just Dance pour les filles. Et en fait, c'était l'inverse, quoi. Limite, sur Smash Bros, les filles avaient moins peur d'aller s'affronter en se disant, bon, c'est pas grave, après tout, je vais être nulle parce que je connais pas le jeu. Et sur Just Dance, il fallait faire très attention à son corps. Il y a la question du physique aussi, voilà, c'est ça, sur le Just Dance. La particularité, c'est que tu mets en scène ton propre corps, bien sûr, au vu des autres, alors que n'importe quel autre jeu, la plupart des autres jeux, tu passes par la manette. Mais ça a tendance à être considéré un peu plus comme un jeu de filles, tu vois, quand on caricature Just Dance. Et qu'on n'a pas parlé du cliché mon petit poney. Bon, bien sûr, les filles ne jouent pas à ça, mais bon. Ah bon, bref. Il existe une catégorie qui s'appelle les jeux de filles. Horrible, ça. Malheureusement, aujourd'hui. Donc, typiquement, les jeux qui sont tout en rose. Expériences personnelles qui sont encore demandées par certains parents dans les. C'est pour ça que ça se construit comme ça. Moi, je suis déjà allé dans une boutique, alors je dirais pas le nom, où il y avait une maman qui demandait un jeu de filles pour sa fille, un truc avec des poneys ou des infirmières dedans, parce qu'il faut bien des jeux pour les filles, comprenez. Faut qu'elles s'amusent. Moi, j'ai une dernière question pour revenir à ce que tu disais, Romain. Du coup, là, on est plutôt sur le genrage des élèves. Est-ce que tu as observé aussi des choses au niveau du genrage des enseignants ? Est-ce que c'est plus, par exemple, des enseignants hommes qui vont proposer ce type d'activité ? Là, c'est mes clichés dans ma propre tête qui arrivent aussi. Est-ce qu'ils vont avoir plus l'initiative d'apporter les jeux vidéo en classe ? Ou est-ce que finalement, c'est assez mixte aussi ? J'ai pas les chiffres de la distinction précise de mes 17 enquêtés. J'ai plus de garçons, c'est clairement. J'ai plus de garçons. D'accord. J'ai plus de garçons. Après, là où les enseignantes femmes ont tendance à se distinguer, c'est pas propre aux jeux vidéo, c'est plutôt dans l'aspect relationnel en fait. C'est-à-dire que autant les garçons vont cibler vraiment les notions du programme, etc. Souvent, les femmes vont avoir aussi une considération sur l'aspect relationnel dans la classe en fait, pour l'argument qu'on disait tout à l'heure, qui est intéressant, c'est-à-dire de parler en fait du bien-être dans la classe, donc ça c'est plus observable chez les femmes. Il y a un truc aussi qui se passe en classe qui est quasiment systématiquement avec les enseignantes femmes.
C'est comment expliquer ça? C'est en collège uniquement. C'est quand les petits garçons demandent à leur enseignante si elle joue aux jeux vidéo. Les garçons sont jamais questionnés là-dessus. Et ça, c'est aussi très frappant. Ça continue aujourd'hui, hein, juste pour vous rassurer, dans la vie de tous les jours en tant qu'adulte femme. Ouais. Bah, c'est la même réaction en fait que la fille avec GTA là, que je disais tout à l'heure. C'est bon, vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes une femme, vous jouez. Donc il y a ça un petit peu. Les garçons sont beaucoup moins questionnés en fait sur leur légitimité presque en fait à avoir du jeu vidéo quoi. C'est un garçon, bah oui, donc il joue aux jeux vidéo en fait. Hein. C'est un petit peu comme ça. Mais voilà, après je manque il me faudrait plus d'enseignants pour vraiment. Je suis un peu court là-dessus. Tu devrais aller faire le tour de France quoi. Ouais, je l'ai un peu fait déjà. Hein. J'ai fait des diagonales. Hein. J'ai pas vu que de la région parisienne. Je suis allé Bretagne un petit peu, Sud-Ouest beaucoup, frontière luxembourgeoise. Je suis allé, donc j'ai un peu navigué, mais ça dit aussi un truc sur la difficulté de trouver des profs qui utilisent des jeux vidéo en fait. C'est pas beaucoup le disent pas partout sur les réseaux sociaux. Il y a des enseignants en effet qui sont assez visibles et je plaide coupable aussi là-dessus pour ce que j'avais fait un petit peu avant. Mais parce que là je vais marquer le jeu vidéo en classe bientôt. Je suis pas sûr que ça se développe plus que ça, mais encore une fois ça dépend ce qu'on entend par le jeu vidéo en classe. Si c'est mettre des vidéos d'Assassin's Creed, ouais ok, beaucoup le font en fait je pense. Juste d'un point de vue une petite accroche, un petit truc un peu sexy entre guillemets, un peu attirant, les beaux graphismes, etc. Qu'est-ce qu'on entend par jeu vidéo en fait, c'est la question. Et en termes aussi de différence d'accès, pour préparer cette émission, tu nous parlais aussi des différences d'appréciation de la question en fonction de la classe socio, des D'accord, merci. Oui, un peu plus près de la bouche, c'est toujours mieux. D'accord, on m'entend pas depuis un quart d'heure. Si, on t'entend, mais on t'entendra mieux maintenant. D'accord. C'est souvent plus facile avec les classes issues de milieux socio-professionnels un petit peu plus élevés en fait. Oui, ça c'est malheureusement, hein, j'aimerais bien dire l'inverse, hein, mais c'est assez clair. C'est-à-dire que lier les loisirs et l'éducatif, c'est beaucoup ce que font les classes sociales dites diplômées, en fait, les professions diplômées. Ça, c'est ce qu'on appelle, il y a un mot pour ça que j'aime bien, c'est la pédagogisation des loisirs. Conseiller des jeux éducatifs aux enfants, faire le lien entre le cours et se dire « Ah tiens, t'as vu ça en classe, mais regarde, il y a un film qui passe au ciné, qui passe sur le même sujet, en fait. » Ça, c'est quand même un peu plus développé chez, en effet, les professions dites diplômées. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout dans les classes plus populaires. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, il y a quand même des tendances. En gros, c'est les parents qui accompagnent les loisirs des enfants. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très fort. Il y a une profession qui est championne là-dedans, c'est les enseignants, bien sûr. C'est évidemment très clair, et les enseignants de l'enquête le font un petit peu, voire ont été conseillés par leurs propres parents sur leur pratique de jeux vidéo, en fait. Hein. Donc j'ai une enseignante qui me dit un truc assez marquant. Elle dit mes parents m'ont tout de suite montré comment jouer aux jeux vidéo de manière pédagogique et pas que ludique. C'est assez marqué quand même comme phrase. C'est à part dans les milieux enseignants où on voit ça. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Je sais plus ce que je disais. Oui, les différences. Oui, voilà. Donc, en effet, c'est le fait de lier le ludique avec l'éducatif. On le voit beaucoup plus dans les catégories diplômées. Ce qui fait qu'à l'école, en effet, les élèves que j'ai pu observer dans les collèges, plutôt de l'éducation prioritaire, c'est pas évident pour eux. C'est-à-dire que voir le jeu vidéo comme un support pédagogique, comme une œuvre culturelle, comme un art, c'est très marqué sociologiquement de parler d'un jeu comme ça. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de discours pour dire que mettre du jeu vidéo à l'école, ça va raccrocher scolairement les élèves des classes populaires. J'aimerais le confirmer, c'est pas le cas, et ça se raccroche à des décennies de travaux en sociologie, en sciences de l'éducation, qui montrent que les pédagogies dites alors ludiques, encore une fois, avec tout ce qu'on peut entendre là-dedans, ou les pédagogies dites de la mise en activité, peuvent fragiliser les élèves qui sont déjà en difficulté, parce que ils peuvent, eux, se concentrer juste sur le faire, en fait, et ne pas faire le lien avec les objectifs culturels ou pédagogiques. Et ça me semble très clair avec le jeu vidéo, encore une fois, en fait. Ça confirme ce qu'on voyait déjà avant. C'est marrant parce que tu dis que la pédagogisation est
liait. Donc, comment tu as dit tout à l'heure que ça liait C'est lié, le bah, divertissement, enfin le ludique et le pédagogique. Et moi, c'est absolument pas ce que je constate, parce qu'à l'inverse, chez les publics enseignants, d'autant plus qui sont quand même ceux qui sont les plus réfractaires au numérique et aux jeux vidéo de mon expérience, vont... Alors, enfin, je rebondissais surtout sur le mot lier les deux. J'ai envie de dire plutôt, ils contrebalancent le ludique. C'est-à-dire que pour eux, ils perdent tellement de temps, leurs gosses, à faire des divertissements abrutissants qu'il va falloir quand même absolument leur donner à manger autre chose. Ce qu'on voit effectivement moins dans les classes plus populaires. Mais je dirais pas qu'ils lient les deux, parce qu'il y a quand même presque une négation, je trouve, justement, du divertissement de leurs gamins, comme s'il faudrait absolument pas qu'ils se divertissent, ces pauvres gosses, parce qu'ils doivent faire quand même tout un tas de trucs périscolaires, parascolaires. Enfin, on voit quand même l'emploi du temps des gamins qui est surchargé. Ils n'ont jamais le temps de souffler ni de s'ennuyer, et encore moins de se divertir, là où les parents eux-mêmes vont squatter des heures Netflix, mais considérer que leurs gamins n'ont pas le droit aux écrans. Donc je trouve qu'il y a un discours qui est quand même très très négatif de la part de beaucoup cohabitent, je pense, d'enseignants. Oui, bien sûr, ça cohabite, mais c'est vrai que, comme tu parlais un peu de clichés, en allant au bout du cliché, moi j'observe quand même beaucoup de freins de la part des classes supérieures, des cadres supérieurs notamment, qui sont très dans l'interdiction du numérique, là où les personnes plus en inégalité sociale vont être plus laxistes, vont proposer des équipements plutôt plus jeunes, plus massifs aux gamins, et du coup il y aura moins d'accompagnement, et c'est peut-être là où il y a besoin d'autant plus d'un accompagnement à l'école, non pas forcément pour rendre ludiques les apprentissages, mais pour proposer un cadre et des limites. Et moi, tout mon discours, en tout cas, c'est pas tant de dire mettons du jeu vidéo pour apprendre, mais plus mettons du numérique un peu partout en le distillant un peu à petite dose, avec des intentions qui à chaque fois correspondent bien au contexte dans lequel on est, pour proposer des cadres et des limites à tout le monde, pour réduire les fractures, parce qu'en fait on voit bien que tous les gamins n'ont pas les mêmes équipements, les mêmes pratiques, les mêmes cadres à la maison, et qu'en fait il y a des gamins qui vont en permanence avoir des minuteurs, des contrôles parentaux, et se faire retirer toutes les 2 secondes de leur jeu vidéo qui était pourtant un flower, hyper poétique, hyper joli, etc. Et des gamins qui vont avoir le droit de jouer pendant 12 heures à Call of Duty sans fin, et qui vont un peu perdre leur temps. Du coup, pour moi, l'intérêt finalement du jeu vidéo en classe et du numérique en classe, c'est de proposer ces cadres et ces limites à tout le monde de la même manière, avec une même intentionnalité pédagogique, et peut-être de proposer aussi d'autres types de contenus que ce qui verrait à la maison. Et donc il y a 2 possibilités, quoi. C'est soit on met du jeu vidéo à l'école, encore une fois de manière sporadique, pour proposer des alternatives à ce que les gamins consomment à la maison, parce que si finalement c'est pas l'école qui propose, on peut se demander des fois quel autre apport extérieur ils vont avoir pour avoir des pratiques vidéoludiques un peu alternatives. Et dans un second cas, il y a comment on exploite aussi leurs pratiques à eux et leurs jeux vidéo à eux, peut-être dans certains contextes, pour les emmener vers autre chose. Et ça, je trouve qu'on le fait beaucoup, pour le coup, en RED+, etc. Et les tournois FIFA, c'est un truc qui cartonne, qui permet à des gamins de venir là où en fait ils sont un peu contre l'école, avec des défiances institutionnelles. Et dans un second temps, on emmène vers d'autres discours, d'autres intentionnalités et d'autres supports. Tout dépend dans quelle situation on se place, et puis finalement ce qu'on a envie d'en faire. Je crois qu'on est d'accord sur ça à la fin de toutes ces discussions, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de tout ça, et en fait en fonction de ce qu'on avait envie d'en faire, on va utiliser des outils ou pas. Après, il y a quand même le discours aussi de justement, tu parles des élèves des établissements populaires où eux, on va aller leur donner des tournois FIFA, alors que dans les établissements plus favorisés, on va les emmener vers d'autres pratiques culturelles. Et ça aussi, il y a quand même le côté, il y a peut-être aussi un risque de continuer à aggraver les inégalités, parce que FIFA, ils y jouent déjà à la maison. Tu crois qu'à Stanislas, ils utilisent FIFA à l'école? Non, pas sûr. Pas de polémique. C'était une petite blague. Y a-t-il des jeux vidéo à l'école? Y a-t-il des matières qui s'y prêtent plus que d'autres? On a beaucoup parlé d'histoire géo au cours de notre discussion là, parce que Assassin's Creed, c'est vraiment le truc emblématique qui revient à chaque fois. Mais est-ce que on pourrait citer des exemples en biologie, ou est-ce que ça marche avec les maths? Est-ce que ça marche avec la physique, avec les moteurs 3D que l'on a aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux vidéo thématiques sur plein de thèmes différents. Peut-être que ça peut s'imbriquer dans les salles. J'avais un exemple comme ça, j'essaie de me rappeler du nom du jeu, mais c'est sûr que oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en histoire, mais parce que justement le ludique rentre très peu dans le cours d'histoire. Juste visionnage ou pratique très cadrée. Alors je te mets au défi de trouver un élève qui trouvera qu'on fait rentrer du ludique dans les cours de maths.
C'est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'en fait, en mathématiques, ils ont, je pense, déjà une définition de ce qui est ludique beaucoup plus large. Alors peut-être que pour les profs de maths, mais même pour peut-être des élèves très bons en maths, le problème de mathématiques est peut-être une sorte de jeu en fait. Chercher la solution. Ah ouais, bah alors il faudra qu'on m'explique je pense que clairement en fait personne ne trouve les maths ludiques. Mais tout le monde hait les maths. Ah non, je pense qu'il y a d'énormes liens entre les mathématiques et le jeu. Hein. Ah non, Encore une fois, qu'est-ce qu'on entend convaincu. Ouais, mais c'est pas l'image que ça. J'ai raté en terminale les maths, hein, je veux dire. Mais je suis pas fan du tout. Mais en SVT, j'avais échangé avec un collègue, j'avais pas vu le cours, mais il voulait utiliser le jeu sous l'eau là, Subnautica, je crois, où il y a des espèces. Oui. Voilà. Et il voulait l'utiliser en classe. Mais dans la description qu'il m'a fait, j'ai pas vu le cours encore une fois, mais il voulait vraiment ramener la console, projeter avec le vidéoprojecteur à l'écran le jeu, qu'un jeu d'exploration sous-marine, voilà, où on voit des animaux, enfin des bestioles, etc. C'est un jeu que je trouve absolument affreux, terrifiant. Mais bref, mais en fait, dans sa description, il voulait faire pareil qu'avec Assassin's Creed en histoire, de l'illustration. Ce qui n'est pas grave. Je reprécise. Mais encore une fois, c'est le jeu vidéo qui est utilisé dans une pédagogie plutôt ordinaire de l'illustration, de montrer les faits, de montrer les animaux. C'est-à-dire que le jeu vidéo, parfois, c'est des anciennes diapositives, mais en mieux en fait. Avec peut-être cet effet pour l'enseignant, ce qui rattache un peu au climat de classe qu'on avait dit. Hein, certains enseignants me parlent de ce qu'ils appellent eux, c'est pas de moi, l'effet dit prof cool. Il y a quand même l'effet de l'enseignant qui ramène sa console. De l'originalité. Oui, voilà. Et ça, c'est c'est peut-être un effet qu'on pourrait dire positif s'il faudrait juger en fait les choses, et ce que je fais pas moi avec mes travaux. Mais il y a cet effet sur la réputation de l'enseignant, qui est à double tranchant. Hein. Prof cool pour les élèves peut se transformer en enseignant démagogue pour les collègues. Donc c'est pas non plus magique, etc. non plus. Mais il y a cette ambiance de classe, en effet. J'ai l'impression qu'au final, apporter le jeu vidéo en classe, est-ce que ça apporterait pas plus aux enseignants qu'aux élèves? Bon, ça dépend des contextes, encore une fois. Enfin... J'aime bien la phrase, je la garde. Pardon, excuse-moi. Non, je voulais rebondir sur le propos d'avant, parce qu'en biologie, par exemple, on peut utiliser sport aussi, qui est un jeu d'une façon darwinisme, où on bouge à chaque fois des éléments génétiques pour, au fur et à mesure de milliards d'évolutions, avoir des personnages plus ou moins bizarres. Des petits avatars très, très, très rigolos. Ça peut être des petits moments. Franchement, on peut utiliser... En biologie, il y a beaucoup d'exemples. Je ne me rappelle plus du jeu qui avait permis de faire un bond de 10 ans dans la recherche contre le sida. Il y en a deux comme ça. C'est Foldit. C'est un truc assez il n'existe plus, je crois. Si, ça existe. En fait, après, c'est la simulation 3D de protéines et d'allèles qu'on bouge dans l'espace. Là, on est plus dans le serious game. Mais parce qu'en fait, ce sont des... Oui, mais bon, n'empêche, quand on parle de jeux... alors après, c'est sûr que de jeux qui vont mettre en scène la biologie, il y en a peut-être un peu moins, des jeux qui mettent en scène les mathématiques, il y en a un peu moins, mais finalement des maths on en trouve dans n'importe quelle circonstance. Moi, un exemple que j'aime bien donner, c'est dans Angry Birds par exemple, ou dans Paf le chien, tous les jeux comme ça où on doit projeter quelque chose en l'air. Oui, on fait du calcul de trajectoire, calcul du déplacement d'un objet dans l'espace. En fait, tout ça c'est des maths, c'est de la physique. On prend un jeu comme Portal, il n'y a rien de mieux que qui va pouvoir nous montrer par exemple l'accélération d'un corps dans l'espace. Ouais. Parce que on fait de la résolution de puzzles spatiales et qu'il y a des cours à Harvard qui vont se baser entièrement sur Portal en réexploitant toutes ces théories-là de manière très 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 poussée. Du coup, il y a plein de jeux qu'on peut citer. Après, je les ai pas tous en tête comme ça, mais je crois que c'est vraiment l'intention de l'enseignant. Et dans un second temps aussi, une des problématiques, tu parlais de matériel, mais il faut payer les licences aussi de ces jeux et payer 36 licences, sachant que ça va pas être forcément sur un budget alloué de manière spécifique. Soit tu cuts tout ton budget parce que tu as pris un jeu que tu vas utiliser une fois dans l'année, une séquence, et qu'on se retrouve quand même après à plus rien avoir, ou alors faire jouer les élèves à tour de rôle. Et ça n'a plus du tout le même impact d'avoir chacun sa licence, chacun sa tablette, chacun son ordinateur, et d'être dans de la vidéoprojection d'une séquence. Pour moi, on n'est pas du tout dans la même immersion. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, etc. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Après, sur les maths, en ce moment, on a quand même beaucoup de profs, alors c'est plutôt sur YouTube,
YouTube, sur TikTok, sur tout un tas d'objets différents qui vont faire du rap, par exemple, en chanson. Et moi, je vois de plus en plus de gamins qui vont rapper sur les fractions, parce qu'en fait, ça les botte, ça les fait marrer, parce qu'ils retiennent par cœur, en fait, bêtement, des paroles, alors qu'ils n'ont pas forcément toujours compris exactement ce que ça veut dire. Mais rien qu'avoir compris à peu près la complexité d'une notion dans un premier temps peut permettre dans un second temps, mais je dis bien peut permettre parce que c'est, encore une fois, il n'y a pas toujours un apprentissage intrinsèque avec tout ça. Je crois que ce qui compte aussi, c'est des fois de permettre juste une ouverture, une curiosité un peu culturelle, de proposer à des gamins d'autres formats, d'autres supports. Des clics après, quoi. Exactement. Ouais. Et surtout quand on parle de sciences ou de maths, il y a plein de situations où les gamins ils vont bloquer, ils vont avoir un frein. Pour eux, de base, en fait, ils doivent être nuls en maths parce que tout un tas de situations sociale, économique. Jusqu'à l'épiphanie de la révélation où exactement. On comprend comment ça marche. Et d'un coup, tu peux te dire, mais attends, en fait, c'est génial, c'est magique, c'est hyper fun. Voilà. Et j'avais un dernier exemple, c'était Dragon Box, sur lequel j'avais pas mal travaillé. Alors, je crois que Dragon Ball. Dragon Box. Box. Je me suis dit. C'est un jeu de maths, vraiment. Tu as travaillé sur Dragon Ball. Pour travailler les fractions avec les gamins, et j'avais expérimenté avec eux à l'école sur des CE2 et des CM2. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que tous les gamins, à la fin, ils avaient joué 1 heure par semaine. À la fin de la semaine, ils avaient tous compris très très bien comment marchaient les fractions. Ils avaient des super résultats dans le jeu. Et à la fin, quand on leur réexplique fondamentalement comment ça marche en fait, équation, papier, crayon, les CE2 avaient rien compris. Papier, crayon, ils n'étaient pas foutus de refaire une fraction. Alors que les CM2, oui, parce qu'ils avaient eu la base au départ et qu'il y avait un préalable. Et c'est là où je me dis qu'il ne faut pas qu'on confonde tout. Un gamin peut très bien réussir plein de choses et passer inaperçu et faire croire qu'il sait faire tout un tas de trucs formidables. Sauf que ce qui est quand même le plus important derrière, c'est quel discours on tient, comment on accompagne ça et comment on fait pour que ce soit transférable si jamais ce n'était pas le cas. Voilà, et puis finalement, c'est plus la motivation et donner un peu envie aux gamins d'aller plus loin qui est peut-être le plus important. Le confort de l'enseignant aussi. Est-ce que l'enseignant est motivé? Des fois plus que est-ce que ça a vraiment permis d'apprendre à ce moment-là? Donner, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a plein de choses qui vont peut-être être des graines qu'on va semer, qui, on l'espère, vont à un moment pousser, quoi. Bah, y a aussi la question de la suite, en fait. Qu'est-ce qui se passe après que l'enfant aurait peut-être appris à travers ce moment ludique? Est-ce que finalement, le fait de retourner, comme tu disais, à par exemple faire des fractions de manière traditionnelle comme on le fait, est-ce que c'est la meilleure façon de continuer cet apprentissage-là? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas proposer d'autres moyens aussi, toujours aussi ludiques? En fait, ça veut dire qu'il faut revoir toute l'éducation. On n'est pas prêt, là. On n'est pas prêt du tout sur ce point. D'accord. Il y a aussi un truc quand même, c'est que solliciter le jeu vidéo parfois sur des temps très courts, vous allez favoriser les élèves qui jouent à la maison déjà. Oui, parce qu'ils savent déjà, il n'y a pas le temps d'apprentissage. Et du coup, on se retrouverait à évaluer des compétences qui sont complètement construites à la maison, pour le coup. Oui, pareil, en termes d'inégalité, qu'est-ce que ça dit, en fait? De l'équipement. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu disais que les profs peuvent vite être un peu mal considérés aussi. Et moi, de mon expérience avec un certain nombre de profs, ce qu'on a pu voir, c'est que si on n'arrêtait pas la session de jeu 15 minutes avant, au moins à la fin du cours, à la fin, ça faisait des élèves assez excités. Et les profs d'après qui t'en veulent éperdument parce que tu as joué aux jeux vidéo, qu'ils arrivent tout foufou et qu'il y a aussi ce genre de choses-là à cadrer. C'est est-ce qu'on va être capable de l'arrêter? Comment on l'arrête? Comment on fait redescendre? Comment on réexploite cette espèce d'énergie adrénaline qui est montée pour que ça serve à quelque chose en termes d'intention pédagogique? Parce que si c'est juste pour faire les mains sur la table pour qu'ils n'embêtent pas le collègue d'après, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Et c'est vrai qu'on se confronte finalement à plein de choses qui sont hyper complexes. Et puis encore une fois, une espèce de schizophrénie quand même aussi au niveau de l'éducation nationale, de faut y aller, mais on passe notre temps à taper sur les écrans le numérique, à dire harcèlement, dérive, problématiques, pas vraiment équipés, pas mettre les moyens suffisants de Wi-Fi et tout un tas de choses, tout un tas de pare-feu qui empêchent aussi les profs de ne serait-ce que d'aller sur YouTube. Enfin, il y a quand même plein de choses qui sont très complexes et qui marchent un peu sur la tête avec beaucoup d'injonctions contradictoires. Et c'est pour ça que c'est aussi des dynamiques très personnelles, d'avoir envie de passer tout son week-end à tester des sessions de jeu. Parce que si on ne connaît pas soi-même par cœur entièrement tout le jeu ou la séquence en question, les gamins ils vont nous la mettre à l'envers et nous mettre en échec. Et de l'autre côté, il y a cette question-là, est-ce qu'il faut vraiment tout connaître toujours par cœur? Et est-ce qu'il ne faut pas accepter d'être en échec face à des gamins qui ont peut-être une meilleure culture vidéoludique que soi? Mais ça, c'est une question de posture aussi, de ce qu'on est prêt à supporter et dans quel cadre on a envie de faire évoluer les choses. Voilà, c'est très intéressant. Mais à la fin, on n'a jamais de réponse, en fait. Voilà, bientôt en classe, peut-être.
des études Ou pas. sociologiques. Plutôt dans Mais le c'est- programme en fait, hein, mais je suis pas sûr que ça soit la Je tendance suis pas actuelle. sûre non plus. Hein. Plutôt théâtre en ce moment. alors. Oui, Théâtre, Ouais, histoire de théâtre l'art. et uniforme. théâtre, Et, jeux vidéo. euh, C'est toi qui trolles maintenant. Non, pas du tout. C'est très factuel. Je crois qu'on va avoir fait à peu près le tour. J'ai moi juste une dernière question pour conclure, je pense, que je vais poser à tous les deux. On a fait un petit peu le tour des expérimentations, de ce qui existe, des limites un petit peu, de l'usage du jeu vidéo en apprentissage. Il n'y a qu'une seule question qu'on n'a pas vraiment posée, c'est le jeu vidéo à l'école, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, finalement, au vu de tout ça? Et si oui, qu'est-ce qu'il manque? Quelle est la marge de progression pour faire en sorte que ça soit un vrai outil déterminant et qui permette d'avancer, de constater un vrai progrès vers quoi est-ce qu'on se dirige? Qu'est-ce qu'il Il faudrait nous fait pour que un ça mic marche drop. mieux? Ouais. Je sais pas. Je Mais sais déjà, pas. Faudrait est-ce que parce c'est- qu'on disait tout à l'heure, déjà, faudrait est-ce que c'est une bonne idée que au vu de l'expérience qu'on a maintenant? Mais ça dépend, bonne idée pourquoi. C'est pour une bonne idée pour enseigner des notions précises du programme scolaire. C'est pas évident, ou alors il faut fortement scolariser le jeu vidéo au point où le ludique, voilà, parce que je vais pas répéter ce qu'on disait tout à l'heure, au point où le ludique peut en effet disparaître. Maintenant, si c'est pour travailler une ambiance de classe, un style pédagogique, une réputation au sein de l'établissement, parce que j'ai certains des enquêtés qui l'assument assez clairement, c'est une variable. C'est un métier qui est difficile et de plus en plus, que le jeu vidéo puisse servir pour l'enseignant une espèce de petite bulle d'air de temps en temps pour faire quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu différent. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, c'est compliqué vraiment de statuer dessus. Encore une fois, vu la diversité que prend le jeu vidéo à l'école, en fait. Donc oui, de toute façon, en fait, les enseignants n'attendent pas en fait des prescriptions institutionnelles pour le faire, n'attendent pas n'attendent pas des thèses ou des avis de chercheurs pour le faire. Ils le font s'ils ont besoin de le faire. Et ça, c'est leur liberté pédagogique qui est importante là-dessus. Voilà, après. Et étant donné que le jeu vidéo reste, en tout cas l'utilisation du jeu vidéo en classe, je pense, et que l'école reste l'endroit où les élèves sont censés apprendre, est-ce qu'on ne peut pas statuer sur le fait que ça reste une bonne idée malgré tout, parce que typiquement, on parlait d'inégalité entre les élèves, d'inégalités sociaux, en tout cas de background, comment on dit background? Égalité socio-professionnelle. Ouais, égalité socio-professionnelle, tout simplement. Économique. Et voilà, Oui. merci. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans tous les cas, typiquement, ça va ouvrir certaines portes ou en tout cas certaines perspectives aux élèves qui, par exemple, n'ont pas accès à ce type de jeux vidéo et qui les retrouvent à l'école? Ça, déjà, ça peut être un point. Le fait que ça va aussi augmenter une certaine, je sais pas, une cohésion sociale ou un lien entre les élèves, si par exemple c'est de la coop, le fait de faire de l'illustration, même si de la découverte, donc plus de la découverte que du ludique au final. Est-ce que ça, c'est pas des points qui suffisent à dire que ça reste une bonne idée malgré tout? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je crois que non. Il faut le faire dans des bonnes conditions. Et ça sert à rien de mettre du jeu vidéo et de l'outil numérique si c'est mal pensé. Si c'est pour faire comme le voisin, alors que nous-mêmes, on n'y connaît rien, qu'on ne sait pas gérer, qu'on n'a pas anticipé, qu'il n'y a pas d'intention pédagogique derrière, ça n'a aucun intérêt. Tu perds ton temps, toi, tu fais perdre ton temps aux élèves. Puis la question du matériel, etc. Moi, je pense que quand même, ce qui peut être intéressant, c'est d'être dans quelque chose d'assez immersif et d'assez interactif. Si finalement, tu fais vidéoprojecteur avec ta partie de jeux vidéo, tu n'as pas du tout le même impact que si tu fais expérimenter quelque chose qui passe par ton corps avec une autre mémorisation qui est corporelle, avec cette interactivité-là. Donc tout dépend vraiment de l'intention pédagogique derrière, et je crois que c'est une mauvaise idée justement de vouloir dire à tout le monde mettez du jeu vidéo en classe partout, parce que si c'est pour le faire mal, vraiment le faites pas. Enfin... Mais c'est ouais. Après, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, je sais pas, c'est compliqué pour les enseignants. C'est compliqué de statuer clairement là-dessus. Je reprends l'exemple qu'on disait tout à l'heure, le prof qui avait mis toutes ces heures là qui avait fait ses 3 heures avec Crusader Kings 2. C'était compliqué parce que les élèves ne connaissaient pas ce style de jeu. Donc en fait, avant d'apprendre le Moyen-Âge en jouant, il fallait déjà que les élèves apprennent à jouer. Ça a pris énormément de temps. Le prof a été
sursollicité pendant les... Il y avait la récré, c'est vrai, les 2h30 du cours par les élèves qui ne savaient pas comment fonctionne bien le jeu. Donc c'était absolument épuisant pour lui. Les élèves, c'était compliqué de savoir vraiment ce qu'ils avaient appris parce que voilà, il y a déjà la partie apprentissage du jeu qui prenait tellement de temps et c'était pas clair à la fin pour une partie d'entre eux. Par contre, ce que l'enseignant me dit à la fin, alors peut-être aussi pour contrebalancer le fait que le cours s'est peut-être pas passé selon ses désirs, mais il dit finalement bon, ils se sont bien amusés. On a expérimenté l'histoire d'une manière différente sur un petit temps de classe. Alors évidemment, s'il le fait toutes les semaines pendant des heures et des heures sur des mois entiers, il va avoir des soucis, peut-être avec les parents d'élèves, peut-être avec la direction, etc., etc. Mais qui est une espèce de parenthèse un petit peu enchantée. Quand bien même, en effet, on n'a pas vu la répercussion claire sur les savoirs et sur le programme, pourquoi pas. Mais ça, voilà, encore une fois, c'est aux enseignants de décider. Et puis encore une fois, c'est pour rendre leur travail un petit peu facile. Sur le papier, même si encore une fois, pour l'enseignant auquel je pense, c'était une dépense d'énergie absolument terrible, en plus de l'organisation, qui est encore une fois une partie dont on parle assez peu en fait sur la pratique du jeu en classe. Parce que moi, l'un des résultats, je résumerais, c'est que l'usage du jeu vidéo à l'école, c'est complexifier les tâches scolaires pour tout le monde en fait, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants globalement. Matériel, programme, rapport à l'apprentissage, c'est rajouter une dimension en fait, qui n'est pas toujours très maîtrisée par les élèves. Après, en effet, ce que les enseignants aussi peuvent faire, certains profs d'histoire, ce que j'ai pu voir, c'est que à la fin de leur chapitre classique, entre guillemets, si tant est que ça veut dire quelque chose, ils peuvent conseiller en effet, comme tu disais, soit des films, soit des jeux un peu particuliers pour étendre leurs références culturelles. Après, comment on mesure ça ? C'est compliqué ça. Mais bon, c'est pas parce qu'on peut pas le mesurer qu'il faut pas le faire. Tout à fait. Donc autant, voilà. Ça marche. Puis je pensais aussi, rien n'empêche dans les CDI d'aller fournir la possibilité d'essayer peut-être d'autres types de jeux justement qui ne seront pas exactement dans un cadre toujours scolaire pur, parce que là on a beaucoup parlé de dans une salle de classe, mais à l'intérieur d'un établissement scolaire. Spoile pas. Mais je fais ce que je peux. Dans un établissement scolaire, il y a quand même plein de facettes très différentes. Et je crois que si on peut intéresser des gamins autrement, ça peut être quand même que chouette. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, avoir un même cadre, des mêmes limites, des mêmes outils, c'est hyper important. Parce qu'il faut que les gamins apprennent à se servir de ces différents équipements dans d'autres cadres qu'à la maison. Puis on voit bien que certains gamins sont que des cliqueurs parce qu'ils ont que des tablettes et des téléphones à la maison ou des consoles. Et d'autres vont déjà à 8-10 ans, ça va faire du code, avoir vraiment des compétences en bureautique. Et donc on voit bien qu'il y a quand même des enfants à deux vitesses d'un point de vue de l'apprentissage numérique. Donc je crois que c'est essentiel qu'on puisse mettre un peu la balle au centre à l'école. Mais encore une fois, il faut le faire bien. Et je préconiserais pas à des enseignants d'y aller pour y aller s'ils sont très mal à l'aise avec ça, si eux-mêmes ils sont contre tout ça, si eux-mêmes ils n'ont pas une certaine expertise du jeu en question. Voilà. Et après, il ne faut pas rentrer non plus dans l'écueil de j'ai mis une option sur 1 heure du matériel informatique, je trouve plus les mots, de la salle informatique, et donc je vais perdre 1 heure avec mes gamins dessus parce que j'ai pris 1 heure. Je crois que ça, c'est un des problèmes aussi. On peut tout à fait faire des séquences sur 10-15 minutes. On n'est pas obligé de faire 1 heure de ludique, entre guillemets, qu'il ne faut pas... que l'outil soit au premier plan. En fait, c'est la pédagogie, c'est l'intentionnalité pédagogique, comme je l'ai dit 1000 fois, qui doit vraiment être mise en avant et pas l'outil. Voilà, le jeu vidéo, il va rien faire en tant que tel, en fait. Mais si on peut intéresser des gamins autrement, leur proposer d'autres types de contenus un peu différents, ça peut être génial. Dans Pronote, École Directe, etc., là, dans les ENT sur lesquels on va chercher où sont les devoirs des enfants, pourquoi pas proposer, tel jeu vidéo qui pourrait être complémentaire. Après, on peut refavoriser les inégalités sociales aussi, qui va avoir les moyens de payer des bons jeux, parce que la plupart des bons jeux, ils ne sont pas gratuits, et les profs ne peuvent pas non plus payer, encore une fois, 36 licences pour les gamins. Donc il y a quand même cette problématique-là de l'utiliser en tant que complément, en fait, finalement. Mais tu vas pas dépenser 500 € pour 36 licences pour ta classe en n'ayant pas d'idée du bénéfice pédagogique potentiel non plus. Et donc c'est un peu tout ça qui est complexe, et je trouve que les enseignants, pour le coup, sont pas tant aidés que ça, même si ça avance. Ça manque quand même de formation, d'équipement, de quelque chose qui soit finalement, ce sont des expérimentations qui continuent, en fait. Bien sûr, ça continuera longtemps, je pense. Mais dans les formations académiques, parfois,
il y a un truc chez les enseignants que j'ai enquêté, c'est qu'ils veulent pas être formés là-dessus parce qu'ils ont leur culture ludique, ils ont déjà eux-mêmes expérimenté avant que je les observe. Donc il y a déjà un savoir qui est là en fait. Et ils veulent, quand je leur pose des questions des formations académiques, non, j'ai pas besoin, je sais ce que je dois faire, en gros. Donc, pardon, ça me faisait penser à mais ça. ça, c'est pas un truc de geek aussi qui. C'est très péjoratif. Mais c'est pas. De ne pas vouloir être remis en question. Non. C'est surtout que en fait, je sais, je suis un peu comme ça. On se construit un petit peu sur sa culture et sa passion. Et quand on se passionne pour quelque chose, on va chercher les recoins, les petites connaissances que personne n'a, etc. Et donc du coup, quand on baigne dedans, on a du mal à être mis en question par quelqu'un d'extérieur parce que on passe notre vie à... Et donc, est-ce que les enseignants qui sont sur ces expérimentations-là et qui ne veulent pas de formation autour de ça, il n'y a pas un petit peu de ça qui transparaît Peut-être, oui. Après c'est très situé, hein. Je parle de 17 enseignants. Oui, bien sûr, mais... Enfin, moi je dirais qu'ils ont 18 heures par an de formation qui est censée être obligatoire et qui n'est même pas déjà appliquée. 18 heures par an. Donc à un moment, tu choisis aussi tes combats. Hein. Pourquoi aller te former sur le jeu vidéo quand t'es pas à fond dessus? Il y a tellement de choses sur lesquelles se former entre les réseaux sociaux, les escape games, les différentes ludifications potentielles, entre Pronote, école directe. Enfin, si tu veux faire un truc un peu sympa, animer des communautés, faire quelque chose qui permette aux gamins d'avoir accès à aussi les compétences PIX qui sont... Parce qu'avant, il y avait le B2I qui justifiait qu'on savait envoyer 3 mails à l'école. Maintenant, ça s'appelle PIX. Tout ça, c'est en train d'évoluer très largement. Il y a les intelligences artificielles qui ont fait une grande poussée quand même il y a moins d'un an. En 6 mois, on s'est retrouvé complètement débordé avec ça. Maintenant, il va falloir apprendre à faire générer des images, des textes, savoir ne pas plagier, savoir ne pas mélanger les sources. Les enseignants, à un moment, ils ont juste envie de dire laissez-nous tranquilles, on va faire ce qu'on peut. Et le jeu vidéo, c'est pas... Arrête de troller. Le jeu vidéo n'est pas forcément toujours leur priorité non plus. Enfin, 18 heures par an, c'est quand même rien comme formation. C'est... Voilà. C'est hyper intéressant comme échange. Je me demande si on a des profs qui nous regardent du coup ou qui peut-être ont expérimenté ça aussi en cours. Je crois que c'est le moment de conclure. Ouais, parce qu'on est un petit peu à la bourre. On est très à la bourre. Voilà. Mais ça veut dire que les discussions étaient passionnantes. Donc ça se fait. 22h. Il est 22h. On va passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Ah, tu vois, il y en a. C'est pour toi. Hein, c'est pour moi. Allez, je viens. J'arrive. Bonjour, merci pour cet échange très intéressant. Je suis là depuis quasi le début, mais du coup, bravo. j'ai manqué le début, donc j'espère que ma question n'a pas trouvé réponse dans les premières minutes. Là, vous parlez surtout du coup d'enseignants et enseignantes qui apportent un jeu vidéo en cours comme support du coup au cours. Est-ce que dans ce que vous avez étudié et observé, la question de la culture jeu vidéo et comment on peut l'utiliser, les pratiques et la culture jeu vidéo des élèves pour les analyser, les déconstruire. C'est votre échange sur les stéréotypes de genre notamment qui me fait penser, parce qu'il y a quand même, du coup, qu'on le veuille ou non, certains jeux vidéo véhiculent quand même aussi des idées derrière et que ça peut être un support d'échange intéressant. Alors, je ne vois pas 14 000 sujets que ça pourrait permettre, mais voilà ma question. Est-ce qu'elle était claire déjà? Oui, tout à fait. Moi, je dirais qu'il y a 14 000 sujets qui peuvent émerger en prenant appui sur leurs pratiques. Et c'est quelque chose qu'on fait très, très peu, de co-construire avec les jeunes sur des principes de coopération. On peut faire énormément de choses. C'est pour ça que je citais aussi les escape games, parce qu'on prend appui sur une pratique ludique qui s'inspire des jeux vidéo, mais en potentiellement étant que sur du papier-crayon, par exemple, avec les jeunes pour recréer des énigmes, recréer... un univers un peu ludifié, mais qui ne soit pas forcément devant un écran non plus, parce qu'il y a quand même, mine de rien, cette problématique dont je parlais, que les parents ne sont pas très contents qu'on remette des écrans entre les mains des gamins. Et si, moi, je crois que le jeu vidéo peut faire émerger absolument toutes les discussions. Après, question, c'est est-ce qu'on a toujours envie de faire émerger toutes les discussions que les gamins ont envie de mettre sur la table? Le temps, ce n'est pas toujours le problème, parce qu'on a bien vu dans plein de situations qu'il y a des directives ministérielles qui font que il y a des sujets dont on n'a pas le droit de parler et que l'enseignant se retrouve en difficulté, que des gamins qui font émerger des sujets dont l'enseignant n'a lui-même officiellement pas le droit de parler. Je ne citerai pas de sujet, mais ça peut être quand même des fois un petit peu
compliqué. Est-ce que nous avons Je vois d'autres pas questions? D'accord. J'ai une liste de. D'accord. Il y a des trucs que je peux pas parler en classe. Bref, ouais, on en reparlera. Je crois Si, que- si, mais je crois j'avais un Ah, truc à dire vas-y. là-dessus. C'est comment étudier, par exemple, les enseignants d'histoire font beaucoup ça, hein, par exemple, d'étudier les représentations du passé dans les jeux vidéo, avec le soupçon que les enseignants ont, c'est que les jeux vidéo formatent l'esprit des élèves. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même cette pensée un peu craintive de dire que les élèves les jeunes, sont forcément influencés par les images et qu'ils n'arrivent pas à faire la distinction entre la fiction et la réalité. La recherche est très nuancée quand même là-dessus. Et puis, parce que globalement, une œuvre de fiction, on la reçoit tous de manière plus ou moins différente en fonction de notre classe sociale, notre genre. Et souvent, quand vous interrogez des joueurs d'Assassin's Creed, notamment les adolescents que j'ai pu interviewer, ils me disent qu'Assassin's Creed, ils y jouent, ils font la bagarre, ils grimpent sur les bâtiments, ils sont pas en train de se demander, tiens, je suis vraiment dans la réalité purement historique et tout. Donc, en fait, il y a une différence de lecture entre ce que des enseignants diplômés peuvent avoir d'un jeu, d'une œuvre, et la pratique des élèves. Et ce que font souvent, et moi, ce que j'ai beaucoup pu expérimenter il y a une dizaine d'années, c'est en effet étudier la représentation historique des jeux vidéo en les faisant jouer et en leur donnant évidemment une fiche de questions avec des documents historiques. Et donc de faire une comparaison réalité-fiction. C'est très beau sur le papier. J'ai été très régulièrement mis en avant médiatiquement pour cette idée-là. Ça marchait pas tant que ça. J'ai mis quelques temps en fait à m'en apercevoir parce que c'est beaucoup trop compliqué pour les élèves. Ça repose sur une fausse pratique de l'histoire. C'est-à-dire que faire de l'histoire, ce n'est pas prendre les documents historiques pour la réalité, et encore moins les comparer avec de la fiction. Et ça fragilise les élèves en difficulté parce que c'est beaucoup leur donner en fait, quoi. C'est les faire jouer un jeu, il faut qu'ils maîtrisent le jeu, il faut qu'ils comprennent les documents historiques, il faut qu'ils comprennent le questionnement du prof, il faut qu'ils rédigent correctement. Ce que je disais en fait depuis le début, les élèves déjà en difficulté de lecture ou d'écriture basique, c'est beaucoup trop pour eux. Et ils veulent répondre à une question qui me semble pas être vraiment un problème de société, de l'influence négative des jeux vidéo. S'il y a une influence peut-être négative qu'il faut peut-être interroger, je ne sais pas, c'est tout ce qui est comportement des influenceurs sur les réseaux sociaux, que les élèves voient beaucoup. Quand bien même, j'ai pu voir cette année, en discutant un peu de ça avec mes élèves, qu'ils arrivaient un peu à voir qu'on voulait leur vendre parfois des choses sans que ça soit trop maquillé. Mais oui, après, il y a la question, en fait, on peut se poser, est-ce qu'il faut éduquer aux jeux vidéo à l'école? Et là, en fait, on rentre en fait, dans différentes injonctions qu'on veut imposer à l'école, qui proviennent de différentes sphères. Alors, le monde du jeu vidéo aimerait bien que ça rentre, le monde de l'intelligence artificielle aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre aux élèves à cuisiner, par exemple? Ça se faisait à une période avant la technologie, il y avait une matière dont j'ai pu à coudre. Est-ce que l'école peut tout faire? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'école doit même aller jusqu'à expliquer aux élèves comment ils doivent pratiquer leurs loisirs, c'est-à-dire même rentrer quasiment dans la vie privée, avec parfois en fait Pardon? Ah, je pensais qu'on était dans l'idée d'éduquer en fait au jeu. Non, prendre appui sur leur culture. C'est compliqué, alors c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que c'est ouvrir la porte encore une fois sur pour le coup leur vie privée, leur pratique à la maison. Et évidemment, ce qu'un enseignant veut éviter, c'est le bazar. Ouais. Trop Oui, mais en heure de vie scolaire, pour le coup, avec un prof principal, pas forcément toujours dans une matière spécifique, tout dépend de la démarche qu'on en a, mais ça peut être aussi intéressant de faire classe, de comparer un peu qui joue à quoi. Je sais pas, je pense que ça peut être très intéressant, mais limite, j'ai envie de dire, les archives INA sont peut-être bien plus intéressantes que certains jeux vidéo pour comparer la société. Et pour le coup, ce que je trouve très rigolo, c'est qu'il y a pas mal de sondages là-dessus. Les gamins sont friands des archives INA à l'ancienne, soit pour troller les boomers, soit pour comparer, se rendre compte qu'en fait, tiens, ça a évolué comme ça, c'est intéressant. Et je me dis ça, pour lutter contre les fossés générationnels, enfin intergénérationnels, ça peut être très intéressant justement de se mettre ensemble et dire tiens, comparons ça, le stéréotype de genre, les violences conjugales, tout un tas de situations diverses sociétales.
Voilà, mais moi je crois qu'on peut toujours s'appuyer sur n'importe quel support que les gamins peuvent apporter du moment qu'on est à l'écoute bienveillant et qu'on n'est pas directement dans une posture condescendante, parce que c'est un peu ce qu'on disait dès le départ. Il y a quand même quelque chose de très condescendant par rapport aux jeux vidéo très rapidement. Et quand on ouvre un dialogue et qu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire et qu'on n'est pas toujours dans une transmission verticale très descendante, il y a beaucoup de choses qui émergent. Et quand on est un peu malin, un peu créatif derrière, on peut rebondir sur tout ça pour en faire quelque chose, peut-être leur redonner à manger quelque chose qui nous intéresse à un moment donné. Mais je crois que c'est important aussi qu'ils aient des espaces d'expression, les jeunes, et c'est pas forcément beaucoup le cas. Et dans la pédagogie, il y a quand même quelque chose qui est très transmission descendante. Et le jeu peut permettre justement d'autres facettes de transmission qui sont très très bien. Ça peut se heurter à un autre problème, c'est aussi que est-ce que les adolescents ont forcément envie de parler à leurs profs de leurs pratiques culturelles? C'est pas évident. Pour ce que je disais tout à l'heure, que les profs ne connaissent pas bien la culture ludique des élèves, bah, c'est aussi pour cette raison. Hein. On peut, quand on les sollicite, notamment, je sais pas, des filles par exemple, parce qu'elles vont oser, je prends l'exemple de la fille qui me parlait qu'à moi, qu'elle jouait à GTA et qu'elle n'a pas osé le dire devant toute la classe. Il y a aussi toutes ces questions qui font que ça rend le métier enseignant un peu compliqué d'ouvrir des portes d'instabilité en fait. Et j'arrête de parler parce qu'on a dépassé. Non, ça me fait penser parce que je me dis du coup peut-être qu'il y a aussi une peur d'être jugé vis-à-vis des profs et de tout le monde en fait autour de nous en classe. On va continuer. Ils mentent les gamins sur. Quand on parle de numérique, ils mentent et très souvent ils nous donnent à lire ce qu'on attend. Et donc c'est assez rigolo parce qu'on écoute un groupe de gamins par exemple parler de leur pratique des réseaux sociaux. Ils vont se dire tout un tas de trucs, ils vont s'alimenter, se saucer un peu sur certaines pratiques et se filer certains contenus. Dès qu'ils parlent avec un adulte, ils savent que nous on attend qu'ils disent harcèlement, dérive, nanana, temps passé, contrôle parental, et ils vont nous dire ça. Et d'un coup, mais arrête de mentir, en fait, c'est pas du tout ce que tu fais, c'est pas du tout ce que tu as envie de préconiser, mais quelque chose qui est assez rigolo. Ils changent vraiment des discours en fonction de qui ils parlent. C'est drôle. Les enseignants aussi. Bien sûr, on fait tous un peu ça en fait. Mais bon, c'est vrai que les gamins, on ne sait jamais trop ce qu'ils nous racontent dans ce qu'ils nous racontent non plus. On va passer à la sélection des invités. Oui, enfin. La dernière ligne droite. Comme à chaque fin d'épisode, en fait, on demande à nos invités de nous proposer un livre, un film, une série, une BD, de la musique à écouter. Tout simplement parce que le jeu vidéo, ce n'est pas tout et que contrairement aux idées reçues, les gens qui se passionnent pour le jeu vidéo n'ont pas la tête remplie de pixels, mais ils écoutent aussi de la musique, ils lisent aussi des livres, ils vont aussi au cinéma. Et on va commencer la sélection par le livre choisi par Vanessa. Si ma télécommande fonctionne. Je crois qu'elle n'a pas envie aujourd'hui. Elle fonctionnait il y a 30 secondes. Pas envie. Je te jure. Il n'y a pas un clavier là-bas? Si. Ah voilà, regarde. Oui. Ah, c'était juste une question d'infrarouge. Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas. De Nicolas Poirel, professeur de psychologie du développement à Paris Cité. Voilà, ce que disent vraiment les neurosciences. C'est le petit sous-titre en bas qui est très important. Si vous voulez passer en revue tout ce que peut dire, pas tout de manière exhaustive, mais une grosse partie de ce que peut dire la recherche scientifique sur le numérique, l'impact du numérique chez les enfants et les apprentissages et les jeux vidéo. C'est une petite pépite et qui va par exemple nous expliquer comment l'acuité visuelle est essentielle dans la lecture. Et par exemple, chez des enfants dyslexiques, il y a un certain nombre d'études scientifiques qui vont montrer qu'en balayant très très vite ses yeux dans l'espace, ça va faciliter justement l'apprentissage de la lecture et qu'un enfant dyslexique n'est pas forcément en difficulté avec les mots, mais avec une lecture très rapide dans le balayage des yeux. Voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes qui peuvent ressortir de ça. C'est un très bon bouquin de chevet. Je suis très sérieuse moi dans mes sélections. N'est-ce pas là un livre qui fait le contre-pied de certains ouvrages d'un certain auteur qui est un petit peu pignon sur rue. Nous ne citerons pas cet auteur. Mais on sait de qui on parle. Tout à fait. Qui qui parle de crétin un peu. Oui, voilà, digital, et qui met très en avant les neurosciences sur le fait qu'il faut lire des livres. Oui, bon après, cette personne qui met en avant les neurosciences ne travaille que sur les régimes et les souris, donc il faut qu'il arrête d'écrire sur ces sujets auxquels il ne connaît rien. J'ai rien dit, moi. C'est un vrai expert, un vrai professeur du sujet sur lequel il écrit. Vous êtes tous témoins, je n'ai rien dit, c'est Non, mais moi je le dis, je n'ai cité personne, mais qu'on écrive sur sur quoi on travaille. Très bien. Deuxième recommandation, enfin première pour toi, Romain.
Je crois que c'est ça la prochaine. Tu nous préconises Rocky, la revanche rêvée des Blancs, Oui. de Loïc Artiaga. Oui, parce que Rocky, c'est cool. Oui, Ouais, c'est vrai. En fait, je l'ai vu l'année dernière, je crois, le tout premier Rocky, qui est en fait un peu loin des stéréotypes qu'on prête à la série, qui sont plutôt l'épisode 3 ou 4, qui sont un peu, comment dire, un peu clichés. Le premier Rocky, c'est vraiment l'histoire d'un gars qui vit vraiment dans la misère sociale et qui parle. Le premier Rocky parle assez peu de boxe, finalement. Mais ouais, en fait, l'ouvrage de Loïc Artiaga, qui est donc un historien, et qui fait de l'histoire culturelle, en fait, il part du principe dans cet ouvrage que et si le personnage de Rocky avait vraiment existé, qu'est-ce que ça racontait en fait, qu'est-ce que ça raconterait sur l'histoire de l'Amérique, et notamment évidemment en termes d'inégalité sociale, raciale aux États-Unis, qu'est-ce que ça raconte en fait le fait que ce boxeur blanc conteste en fait la supériorité des boxeurs afro-américains justement pendant cette période. Alors qu'à la base, la boxe était aux États-Unis plutôt un sport de blanc. Du moins comme c'est expliqué là. Et c'est super passionnant pour moi. C'est vraiment une manière d'interroger la fiction différente donc de ce qu'on parlait tout à l'heure, notamment avec cette idée que il faut faire autre chose de la fiction historique que simplement la fact-checker, dire c'est vrai, c'est faux, c'est rigolo, pourquoi pas, mais ce n'est pas analyser la fiction. Je trouve. Là, on a vraiment une vraie proposition et c'est super à lire. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais au tout début sur le fait que le premier Rocky, effectivement, les 2 premiers épisodes de Rocky sont très différents de l'image d'Épinal que l'on colle à la saga Rocky, qui est très pro-américaine, pro-États-Unis de l'époque, comme il s'appelait, président Reagan, tout à fait. Mais c'est la même chose avec la saga Rambo. Le point commun, c'est Stallone, hein, qui a écrit ces films. Ouais. Je ne peux que recommander de voir le premier Rambo. Pas oui, le aussi, 2, ouais. pas le 3, Ouais. ils sont inutiles, mais le premier dit quelque chose de l'Amérique et du traitement qui a été réservé aux anciens combattants du Vietnam quand ils sont revenus après la catastrophe qui a été cette guerre stupide. Et les 2 premiers Rocky, effectivement, c'est vraiment l'histoire d'un Américain pas très brillant, en fait, pas voué à un grand destin et qui va tout faire pour essayer de s'arracher à sa condition sociale. Et ce sont vraiment de très très grands films qui disent quelque chose de l'Amérique d'une certaine époque, en fait. Ouais, clairement. Prochaine recommandation musicale. Non, film cette fois d'abord. Oui. Toujours Romain, tu nous proposes L'innocence de Kore-eda. Kore-eda, Ouais, Kore-eda, ouais. C'est le dernier film que je suis allé voir en fait et qui est super cool, qui parle d'école aussi un petit peu. Et sans trop en dire, c'est un film à concept un petit peu. C'est la même histoire qui est racontée 3 ou 4 fois dans le film, mais à travers les yeux d'acteurs différents en fait, et le puzzle se reconstitue progressivement au fil de l'histoire. C'est extrêmement touchant, c'est super bien joué, c'est au cinéma actuellement, je crois encore. Prix du scénario à Cannes 2023. Ouais. Film japonais, il me semble. Oui, ouais. C'est vrai que je l'ai pas. Il est récent. Il est récent, Tout je à fait. l'ai vu il y a 2 semaines, je crois. Donc il doit être encore, je pense. C'est noté. Ouais, c'est cool. Également, recommandation de Vanessa, c'est Ready Player One de Steven Spielberg, que j'ai vu aussi, j'ai beaucoup aimé. Sauf la fin. J'ai pas ma petite Mais chapeau. pourquoi La phrase de Bon, fin. après, de base, hurlé. c'est un livre, mais j'ai pris la oui. version film Yes. parce que dans mes recommandations, j'avais plein d'autres trucs à raconter. Bon, ça parle d'apprentissage, en fait, de jeu, aussi d'exploration virtuelle. Voilà, j'ai essayé de faire des sélections qui étaient dans le thème. Comme je viens un peu trop souvent, j'ai plus d'inspiration à force de mes playlists. On va plus t'inviter alors. Si qu'est-ce que c'est je te invité-moi, dise mais je trouve des inspirations qui sont liées et j'ai demandé d'ailleurs à ChatGPT, tiens, t'as pas des idées pour m'aider sur des œuvres alerte spoiler, il m'a donné des idées. Ou en tout cas, il m'a donné des idées de ce que j'avais pas envie de dire ou de trouver, mais ça m'a Donc, fait tu penser. sous-entends quoi? C'est-à-dire que les prochaines fois où on t'invite, en fait, les réponses vont être Oui, Celle de vont ChatGPT. être Exactement. ChatGPT, Non, je dis que c'est un très bon assistant et que quand je ne sais plus des fois ce que j'ai envie de dire ou ce que je pense, je pose la question et je me dis attends, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Mais ça me fait penser à ça, à ça, à ça. Et après, je repose d'autres requêtes et cherche autrement. Et voilà, comme quoi, merci les assistants. IA, c'est tout. Mais il me l'avait trouvé celui-là. Il me l'avait trouvé celui-là. Nice. Et donc Ready Player One. Oui.
Prochaine référence, c'est de la musique cette fois-ci. Toujours Vanessa, tu nous proposes Assassin's Creed par un orchestre philharmonique. Ouais, et il se trouve même qu'on a un petit incroyable. extrait qui va passer. mettez-le. Ah, incroyable. Bah, ça fait partie de la grande vogue du moment de faire des concerts symphoniques basés sur les scores des grandes sagas de jeux vidéo. On doit avoir une vidéo qui doit passer normalement, la régie, s'il vous plaît. Ça va arriver C'est pas bientôt. grave, on est un peu en Et retard. Mais ça, moi, j'adore. Je suis allée voir à Porte-Maillot, au Palais des Congrès, il y a, c'était quoi, 2019, 2020, je sais plus, quand il y a eu cette énorme représentation orchestre philharmonique. C'était incroyable. On était 5000 dans la salle. Il y avait un engouement. Tu te dis, attends, autant de gens qui sont prêts à payer un concert, enfin un orchestre, pour nous mettre en scène des musiques de jeux vidéo aussi belles, c'est quand même très très chouette. Et n'oublions pas que le jeu vidéo, voilà, il y a quand même tous ces éléments artistiques et culturels aussi, et historiques, et voilà, et qu'en fait on peut prendre quand même, tu peux tirer des fils à beaucoup de niveaux. Pour moi, c'est des très beaux leviers, les jeux vidéo, et pas forcément le jeu en tant que jeu, mais tout l'univers aussi autour peut être très intéressant. En tout cas, ces musiques étaient très belles. Bon, bah, on n'aura pas l'extrait. On n'aura Tant pas. pis, À dommage. la prochaine fois. À Pas chaque payer les fois, droits. Il y a des droits. Attention. Ouais, c'est juste des citations, ça va. on vous retrouverez. Dans Recommandation musicale de Romain, l'OST du film Hit. Oui, c'est ce que. Bah, c'est une des BO que j'écoute en ce moment. Enfin, que j'écoute en essayant de finir la thèse. Donc ça m'accompagne actuellement. Et parce que le film. Ah, bah là, ça marche. Voilà. Mais c'était. C'est en pas fait, Hit, là. c'est Si, juste. ça, c'est la musique de Hit, ça. Ah. C'est juste Bah pour parler du film en fait, c'est un prétexte pour parler du film. Encore une fois que j'ai vu récemment, que je connaissais pas et qui est extraordinaire en fait. Déjà, je vois le casting, je connaissais pas du tout le film, hein, mais le Ouais, ça casting, va, ouais, ce c'est- film. pas du tout, non. Là, faut Mais voir, il c'est faut fou. avoir vu ce film. C'est vrai. Ouais. Sinon, je vais en C'est un enfer. film de garçon. C'est un film de Bah, c'est pour ça. Ah C'est pour non, ça. c'est Non, un, je des- rigole. c'est un des plus grands films de braquage de l'histoire. Ah bon. Ah oui, à tel point que... Ça il y a se voit eu que c'est du braquage en tout cas. Bah, Ouais, ça rigole pas trop. Hein, mais, T'as un pur casting, mais t'as surtout... ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un braqueur français assez connu qui a fait la une de l'actualité il n'y a pas si longtemps, parce qu'il était passé dans une émission sur Canal+ en disant « Moi j'ai fait un braquage en m'inspirant de ce film-là ». le danger de Le la fiction, gars on s'est y est. fait choper, il a fini par aller en prison. Mhm. Et il a fait une évasion spectaculaire avec un hélicoptère ou je sais pas quoi, il s'est fait rattraper. Donc le film est tellement fort qu'il a même inspiré le monde, le monde du grand banditisme. Il est vraiment culte, il y a tout un tas de choses à raconter sur ce film-là. Dans le film, en fait, Al Pacino est le policier, Robert De Niro est le braqueur, le méchant. Ouais. Il y a une tension qui se crée entre les deux personnages parce qu'ils ne se croisent pas pendant tout le film, sauf à deux moments. Et en fait, Michael Mann, le réalisateur, a fait en sorte que pendant tout le tournage, les deux acteurs ne se rencontrent jamais pour faire monter la pression, en fait, chacun de leur côté, pour que cette pression puisse s'exprimer au moment où ils se croisent lors des scènes qu'ils ont en commun. Et le film est hallucinant. Je crois que c'est il est dingue. leur premier film en commun d'ailleurs. Tout à fait. De Niro et C'est la Pacino. première Wow. fois que Pacino et De Niro tournent ensemble. Vous le vendez très très bien. Bon bah j'ai pas le choix en fait. Sinon, je suis mettais obligée Rocky de le 4. rattraper. Donc je voulais varier avec Rocky quoi. Mais Rocky j'aurais 4, mis oui, Rocky. c'est Je commence à Rocky avoir 4, un peu ton genre de film là. Ça y est, je me fais un portrait. Maintenant, on n'a plus qu'à écouter plein de musique, binge-watcher Oui. des films, jouer à plein de jeux vidéo. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pendant Oui, la vous fin pouvez- de on votre peut- week-end. On peut vous faire confiance sur les références que vous proposez en tout cas. Ça c'est sûr. Bah merci, Ah, moi, merci je valide. beaucoup. hein. Toi t'avais Oui, autre merci chose. beaucoup. Je ne valide pas mes télécommandes PowerPoint. Je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On va conclure donc pour cet épisode. On vous remercie d'être resté avec nous, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode qui sera consacré à la pratique du speedrun, cette étrange pratique qui consiste à battre des records en essayant de finir les jeux le plus rapidement possible. Des Ça, marathons de ouais, jeux vidéo. Tout à fait. Ça sera dans le cadre du festival Villetti Sport qui aura lieu les 23, 24 et 25 février
à la Cité des Sciences et de l'Industrie et pendant lequel on espère vous croiser et vous voir très nombreux parce qu'il va y avoir du monde, il va y avoir des tournois, il va y avoir des invités, ça va être chouette. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à vous. Merci à nos invités. Merci Vanessa, Romain. Et puis bonne fin d'après-midi. À Yes. bientôt. Merci Patrick, Au à bientôt revoir. Patrice. À bientôt.